Salut tout le monde. Bon, normalement vous m'entendez. C'est bon, il y en a un qui me dit. Quelqu'un qui peut me dire si c'est good. Ouais, c'est bon. Super, super. Ok, bon, ben on est sur ce deuxième webinaire un peu particulier puisque je vais pas aborder un thème en particulier. On y reviendra là-dessus, hein. Mais c'est vous qui allez mener un petit peu la barque puisque vous allez poser des questions et je vais essayer d'y répondre. Si j'ai pas les réponses, je ferai mes recherches du mieux que je peux et je vous donnerai les réponses individuellement. On va faire très. J'ai pas besoin de me présenter puisque la plupart de ceux qui sont là me connaissent, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui sait pas qui je suis, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais. Dans ce cas-là, je ferai une petite présentation rapide, il n'y a pas de problème. Merci Clément. Et donc voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous êtes 30, donc c'est cool. Ça montre encore une fois votre implication, ça montre votre motivation et la motivation, on sait que c'est un élément important, voire indispensable pour réussir, pour aller vers la réussite. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, et on pourra même développer dessus. On va faire très simple, on va commencer, hein. Donc, je vous invite à poser des questions. Alors, euh, questions, vous les posez sur les messages sur le côté là. Je vais les prendre une par une. Euh, on va essayer de. J'imagine que vous êtes beaucoup, hein, donc même si vous avez une question par personne, ça risque de prendre du temps. Moi, j'ai du temps, donc voilà, il n'y a pas de souci. Normalement, la dernière fois, ça a duré 1 heure et demie, je crois. Mais souvent, quand quelqu'un pose une question, ça répond. C'est peut-être la question que beaucoup voulaient poser. Donc, ou dans la réponse, je réponds à d'autres questions. Donc, généralement, ça s'équilibre un petit peu. Je vous propose qu'on commence, que commencez à envoyer, à poser vos questions, et puis on attaque. On va pas partir sur des thèmes en particulier. Alors, j'ai annoncé des thèmes, hein, sur le thème, enfin des thèmes sur le WhatsApp là que je vous ai envoyé. Donc on essaye de rester sur ces thèmes-là. Après, si ça déborde, c'est pas grave, hein. Si j'y répondrai aussi, aucun souci. Alors, qui c'est qui est chaud pour lancer voilà, super. Adrien, parfait. Alors, j'aurais aimé savoir si vous avez des astuces, des conseils pour éviter les oublis ou les erreurs d'inattention. Je pense notamment au moment où la fatigue se fait ressentir. Alors, tu commences avec une bonne question. Des astuces ou des conseils pour, en gros, là, ce que tu voudrais, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place par rapport à l'inattention quand la fatigue se fait ressentir. Alors oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Maintenant, ça dépend dans quel thème, sur quelle manip. Je vais prendre un exemple. Euh, la marche de nuit. Vous allez marcher régulièrement et forcément, quand on part sur une marche de nuit, on est sur de la fatigue. La fatigue se fait ressentir. Quand on est sur le terrain, la fatigue est présente. Et plus on va rester longtemps, plus on va marcher longtemps, plus on va être fatigué. Alors, ça ne veut pas dire une seule marche, mais ça peut être l'enchaînement sur une période, hein. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous avez eu une marche, la nuit d'après, vous n'avez pas dormi ou pas beaucoup dormi, etc. Et à un moment, vous êtes très fatigué. Donc oui, on fait des erreurs d'inattention, on oublie des choses, on n'est pas au point. Alors je vais donner un exemple qui va être en rapport avec le sac, la confection du sac. La confection du sac, pourquoi? Parce que quand on va marcher, quand on part sur le terrain, le sac, c'est un peu sa maison, hein. Dans son sac, on a tout le matériel dont on va avoir besoin pour monter son bivouac, pour manger, pour se nourrir, pour boire, voilà, pour faire plein de choses. En fait, tout est dans son sac. Et donc, si le sac est fait un petit peu comme ça à l'arrache, on est parti. Et quand on ne sait pas, c'est ce qui se passe, hein. On a une liste de matos. Au mieux, on vous dit prenez ça, prenez ça, prenez ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dans le sac et vous partez. Votre sac est vérifié, il y a tout ce qu'il faut, tout va bien. Vous partez et c'est parti. Sauf que quand on est très fatigué, il y a plusieurs choses qui vont ressortir. La première, c'est que si vous avez besoin de prendre quelque chose rapidement dans votre sac, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter. Et donc, si on est fatigué, oui, il y a de l'inattention, il y a des oublis, et donc on ne sait plus où est-ce que c'est. On ne sait plus où ça se trouve dans le sac.
Donc on s'arrête, les autres continuent à avancer, on ouvre son sac, on sait pas trop où chercher, on cherche, on fout le bordel dans son sac. Enfin, bon, bref, c'est pas bon. Tout ça, ce sont des choses qui se préparent. C'est-à-dire que pour éviter toute erreur d'inattention ou d'oubli, il faut driller. Le drill, ça vous permettra, quel que soit le domaine, de mettre en place des choses que vous ferez par la suite par l'instinct, naturellement, sans réfléchir. Et c'est le but. Quand on est fatigué, on doit faire les choses sans réfléchir. C'est pour ça que, quel que soit le milieu, quand on fait du sport de combat, si on fait du Krav Maga par exemple, c'est beaucoup basé sur du drill. On répète les techniques qui sont simples, mais on les drill parce que quand on est dans un tunnel, ça peut être le stress qui vient refléter le stress ou autre chose. Et si on n'a pas une notion de drill avant, si on n'a pas drillé, on va pas être en mesure de restituer quelque chose sans réfléchir. Et là, le but, c'est ça. Quel que soit le milieu, quelle que soit la situation, que je sois stressé, que je sois fatigué ou autre, je dois faire les choses sans vraiment réfléchir. Prenons un exemple. Je reste sur le sac. Vous prenez un sac. Pardon. Vous prenez un sac. Vous vous dites, OK, je pars pour 48 heures, même si vous faites qu'une marche. Mon sac sera composé de matériel dont j'aurai besoin pendant 48 heures. Vous prenez ce matériel, vous l'étalez par terre et vous allez vous poser la première question. Ça va être de quoi je vais avoir besoin tout de suite. Si j'ai besoin de quelque chose rapidement quand je suis en train de marcher, qu'est-ce que c'est? Donc faites un ordre de priorité. Ce que je peux et je dois utiliser rapidement et ce que je n'aurai peut-être besoin d'utiliser que bien en arrière. Par exemple, le sac de couchage. Le sac de couchage, vous n'allez pas le sortir toutes les 5 minutes. Vous le sortirez une fois si vous en avez besoin, si vous arrêtez pour bivouaquer. Donc, il va falloir confectionner son sac dans un ordre bien précis. Vous pouvez prendre des sacs, ça je l'ai déjà dit, hein, mais bon, je le répète, des sacs Ziploc, des sacs étanches pour faire compartimenter votre sac. Et ça a plus une notion un peu différente, mais ça va être une notion qui va vous permettre de savoir de grouper les choses et de savoir exactement où elles sont, les superposer, les ranger à des endroits bien précis. Ça rendra votre sac imperméable. Hein, si on vous met à la flotte parce qu'on vous met la pression, parce qu'on veut que vous soyez mouillé pour vous handicaper pour la suite de la manip, dans un but de formation, bien sûr, ou ça peut être même dans un but où vous tombez à l'eau sur une manip. Voilà. Si vous vous retrouvez avec t-shirt, caleçon, chaussettes mouillées, c'est compliqué. Donc c'est pas le but. Il faut que les choses soient bien compartimentées dans des sacs Ziploc. Ce qui fait que une fois que c'est compartimenté, vous devez savoir où est-ce que vous l'avez mis et où est-ce que ça se trouve en fait. Je sais que les t-shirts, les chaussettes, c'est en haut du sac sur la droite, dans un sac Ziploc compressé, et c'est là. Une fois que vous maîtrisez ça, que vous savez où se trouvent les choses, dans quel ordre, vous faites votre sac, vous le confectionnez. Donc il est confectionné intelligemment. Vous le fermez, vous le réglez. Hein, on en profite pour parler du réglage du sac. Hein, le réglage du sac que je fais uniquement quand le sac est chargé et pas quand le sac est vide. Je viens de le percevoir, je le règle. Non, vous le chargez, vous le réglez à deux et ensuite OK. Donc votre sac est prêt, est bien confectionné. Le poids est en plus généralement plutôt bien réparti. Eh bien, là, vous allez pouvoir faire du drill, des éducatifs, et vous commencez par le faire 2 jours. Vous faites ça dans votre chambre. Vous vous dites, OK, j'ai le sac sur le dos, je le pose, ou j'ai le sac sur le dos, je veux récupérer tel truc. Je prends le sac, bam, j'ouvre, je récupère, je sais où ça se trouve, bam, bam. Et donc, déjà, je le fais rapidement. Quelqu'un qui, lui, n'a pas fait ce travail en amont va devoir réfléchir, se dire où est-ce que c'est, je vais fouiller un peu, va foutre le brin dans son sac, etc. Et dans la fatigue, on réfléchit, c'est plus compliqué. Là, vous allez directement aller sur l'objectif. Ensuite, une fois que c'est maîtrisé, vous le faites dans le noir. Alors, soit dans le noir, soit les yeux bandés. Et vous vous dites, OK, je récupère ça. Vous prenez le sac, bam, vous prenez, vous récupérez. Et voilà. Vous refermez, vous remettez et vous jouez à faire cet exercice-là. Ce qui veut dire que vous allez driller et vous avez mis en place une méthode qui vous permet d'aller dans l'ordre, de faire les choses dans l'ordre et par logique. Donc là, on a un drill et là, on a quelque chose qui va nous éviter les oublis, les erreurs d'inattention dans les moments de fatigue, par exemple. C'est un exemple sur le sac. On pourrait prendre plein d'exemples sur plein de domaines différents, mais il n'y a pas de solution miracle pour faire face à ce problème-là d'oubli ou d'erreur.
c'est déjà maîtriser ce qu'on fait. Si je ne maîtrise pas ce que je ferai des oublis, je ferai des erreurs. Avec la fatigue, ça va s'amplifier. Donc déjà, d'où se préparer, se former, toujours important. Et donc, une fois que je suis dans cette optique-là, c'est déjà une bonne chose. Je dois aussi réussir à procéder, à créer des tips. On peut parler de tips, hein, en drill. Je drill. Ok, une fois que c'est drillé, c'est maîtrisé, je passe à autre chose. Voilà pour répondre à ta question, Adrien. Edouard, je regarde, tac. Ma première question, est-ce que les candidats en général et les recrues qui ont passé la formation sont tous plus ou moins de l'environnement militaire de base ou certains ont un cursus complètement différent? Les candidats ou les recrues qui ont passé la formation sont tous d'environnement militaire de base, hein. Alors, sur ta question, alors, je suppose que tu parles, quand tu parles de formation, tu parles, par exemple, si on parle force spéciale, FS, de la filière, pour le 13, par exemple. Donc, les gens qui se retrouvent dans les formations se retrouvent dans un environnement militaire, mais bien entendu, avant, très peu étaient dans cet environnement-là. Après, tu me dis, hein, si je suis hors sujet, t'hésites pas, si j'ai mal compris la question. Mais la plupart de ceux qui intègrent ces unités-là, vous avez un quota. Là, par exemple, la filière qui a démarré au mois de mars pour le 13e RDP, je pense que sur 45 personnes, il doit y avoir 40 personnes qui sont sur la FIFST, donc qui sont des gens extérieurs au milieu militaire. Sur ces 40 personnes, il doit y en avoir quelques-uns qui sont réservistes, donc qui connaissent un petit peu cet environnement militaire, mais pas beaucoup. Il doit y en avoir 5 peut-être, 4-5. Et donc, il y en a 35 qui sont complètement de l'environnement civil et qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là. En revanche, une fois la FIFST, donc la formation initiale force spéciale terre terminée, ils attaquent, après le brevet parachutiste, ils attaquent la filière. Et là, certains vont les rejoindre. Ce sont ceux qui ont été sélectionnés en interne, qui ont réussi les tests en interne, qui viennent d'autres régiments, donc qui, eux, sont déjà depuis au moins 3 ans dans un environnement militaire, qui connaissent cet environnement et qui rejoignent une filière. On se retrouve avec des gens qui ont une expérience de quelques années, avec des gens qui ont une simple expérience de quelques mois. Et la FIFST, elle a pour but de vous apprendre à devenir soldat, à devenir militaire, à vous apprendre les us et coutumes de ce métier-là. Hein, donc, faut se dire que la base, le début de la formation, c'est vraiment axé sur ça. Hein. C'est marcher au pas, chanter, des cours sur la topographie, le NRBC, enfin voilà, des choses très basiques, mais qui sont indispensables avant d'évoquer toute autre chose. Donc finalement, on se retrouve avec deux types de personnes, en majorité des gens qui viennent du civil et qui ne connaissent pas du tout l'environnement militaire, qui viennent d'être éduqués d'une certaine façon depuis quelques mois, qui ont des bonnes bases, et des gens qui ont déjà eu une petite expérience, donc majoritairement civils. Voilà pour cette question-là. Après, si on va un peu plus loin par rapport à ça, hein, aussi, dans ces gens-là, dans ces civils-là, vous avez tout profil. Hein. Dans les 10 que j'ai préparés qui ont intégré au mois de mars la filière, vous avez des jeunes qui sont... Alors la plupart sont bacheliers, généralement il faut quand même être bachelier, mais j'avais un bac plus 5 médecine, un bac plus 5 droit. Voilà, il y a des profils des profils complètement différents. Mais tout est possible et voilà, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de parce que vous avez un bac plus 5, vous avez plus de chances de réussir, c'est complètement faux, puisque vous savez tous, vous comme moi, que certains étaient très mauvais à l'école et font des grandes carrières derrière, parce que l'école nous enseigne ce qui nous enseigne, mais le plus important, c'est d'aimer ce qu'on apprend, d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime quelque chose, ça se passe bien. On apprend beaucoup plus facilement. Si on n'aime pas ce qu'on apprend, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite, Célian, j'avais une question sur les différences entre la formation dans une unité FS quand on rentre en tant que militaire du rang ou sous-off, et tu conseilles quel cursus? Alors la différence ah oui d'accord, entre quand on intègre une unité FS en tant que militaire du rang ou sous-officier. Alors c'est deux
En fait, ça dépend parce que quand vous passez par la voie externe, il y a deux voies, la voie externe ou la voie interne. La voie externe, c'est celle que vous prenez si vous êtes civil, vous sortez de vos études, vous passez par le CIRFA, vous allez au CSO, vous avez votre agrément, vous faites une PMPFS, vous réussissez à être dans les 15 premiers, vous avez l'agrément, vous passez en entretien, vous validez l'entretien, vous intégrez la FIFST. Vous êtes passé par la voie externe et vous serez militaire du rang. On peut retrouver des sous-officiers, justement, ça va de pair avec la question précédente, où ce sont des gens qui ont postulé par la voie interne, qui sont sergents directs, donc qui ont commencé sergent dans l'armée, qui ont au moins 2-3 ans de service, qui ont passé les tests en interne, qui ont fait donc un rallye qui dure une semaine. Ils s'y sont préparés, ils ont réussi, on leur a donné leur ticket d'entrée et ils rejoignent les jeunes qui viennent de faire la FIFST. À l'issue de la FIFST, ils arrivent et ils intègrent la filière. Donc, quand vous rentrez en filière, vous êtes par exemple 40, vous faites votre brevet parachutiste. Quand vous commencez la filière dans la foulée, une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, vous êtes peut-être 45. Parce qu'il y en a 5 nouveaux qui sont arrivés et qui viennent, eux, sous offre. Donc, la différence, sur la formation, il n'y en a pas, puisque la formation que vous allez faire, c'est la même. La filière, c'est la même pour les militaires du rang et les sous-officiers. Si on parle de cursus, de conseiller un cursus, ça serait, est-ce que je conseille un cursus en tant qu'extérieur, externe, c'est-à-dire partir du civil et postuler pour intégrer l'armée, enfin là tu parles d'une unité FS en tant qu'externe, ou alors intégrer une unité quelle qu'elle soit et 2 ans ou 3 ans plus tard passer les tests en interne. Moi personnellement, je conseille en externe parce qu'il y a plus de place, même s'il y a beaucoup plus de monde, hein, attention, hein, il y a beaucoup de candidats, mais il y a quand même un peu plus de place et vous êtes maître de la réussite ou de l'échec. C'est-à-dire que si vous vous préparez correctement, vous pourrez passer toutes les étapes. Il suffit de savoir quels sont les obstacles que l'on va franchir. Les tests CSO, il y a un agrément FS. L'agrément FS, il faut faire tant de traction, il faut faire tant de luc léger, il faut faire tant de squats. À partir du moment où je le sais, je m'y prépare, j'y vais quand j'ai le niveau, je réussis les tests, je sais qu'après ça passe. Mis à part le côté médical ou le côté psy, s'il y a un problème, vous n'êtes pas maître forcément de la cause de ce problème, mais ça reste assez rare. Euh, et ensuite, toutes les étapes, vous les maîtrisez. Donc, il est pour moi plus facile d'intégrer en tant qu'externe, donc en tant que militaire du rang, qu'en tant que sous-off. Parce que sous-off, ça veut dire que vous intégrez un régiment, vous postulez en interne. Mais quand on postule en interne, il faut savoir que euh, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs extérieurs, des obstacles que vous ne maîtrisez pas. Je vous donne un exemple. Alors, ça va peut-être pas vous parler si vous êtes civil. Pour les militaires, ça va leur parler. La DRHAT, la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, lorsque vous postulez pour intégrer en interne une unité des forces spéciales, elle peut mettre son veto. Elle peut dire je refuse. Et si elle dit je refuse, la cause généralement c'est parce que vous êtes dans une spécialité qui est déficitaire. Donc elle dit je veux pas que cette personne-là quitte sa spécialité parce que c'est quelqu'un qui est là que depuis 3 ans et voilà, il a été formé pour ça. On refuse qu'il quitte sa spécialité pour aller dans les forces spéciales. Donc ça, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Vous pouvez être le meilleur sur tout. On vous dit non, c'est non. Donc il y a des obstacles qui arrivent que vous ne maîtrisez pas. Quand vous postulez en externe, ces obstacles, vous les maîtrisez tous. À partir du moment où vous savez, où vous êtes bien informé, bien renseigné, vous maîtrisez ces obstacles. Attention, j'en profite pour dire que beaucoup se plantent même en externe parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Je donne 2 exemples. Le jeune, j'en ai eu un récemment, un jeune qu'on m'a dit de contacter, qui postulait pour le 13, qui a tout réussi. Agrément, CSO, PMPFS, il a tout réussi. À l'entretien, on lui a dit, on vous prend pas. Il n'a pas eu de raison et il m'en a parlé. Pour moi, ça a été tout de suite évident quand il m'a dit qu'il avait 18 ans. Quand on a 18 ans, c'est compliqué. Même si on est très fort, c'est compliqué parce que
le CIRFA ne vous donnera peut-être pas ces éléments-là. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, parce qu'on lui aurait pas demandé de faire une PMPFS. Mais c'est très compliqué parce que il y a quand même un critère d'âge. Pour beaucoup, vous vous dites, c'est 17 ans et demi, 30 ans. C'est ce qui est écrit quand on veut intégrer l'armée de terre avec toutes les pubs. J'ai 26 ans, 27 ans, j'y vais, je veux faire les forces spéciales, je veux intégrer les forces spéciales. Eh bien, lorsque vous allez vous présenter, on va rien vous dire peut-être, vous allez tout passer, et quand vous allez arriver en entretien, on va vous dire, monsieur, on vous prend pas, il y a du monde, il y a des très bons profils, vous avez peut-être un bon profil, mais vous êtes trop vieux pour nous, ou trop jeune. Alors, vaut mieux être trop jeune parce que ça veut dire qu'on peut repostuler que trop vieux. Voilà, j'ai débordé un petit peu sur ta question, mais, mais je pense que voilà, j'ai aussi donné mon avis. Quelle partie de la préparation physique ou mentale est le plus souvent négligée à tort par les candidats? Alors c'est une très bonne question et il y a bien une partie qui est très souvent négligée et c'est ce qui fait que il y a beaucoup d'échecs. Alors, je vous explique. Euh, Déjà, je vais vous donner des quotas qui sont pas 100% exacts, hein, parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais à quelque chose près, ça ressemble à ça. Vous avez, alors on part du principe, le jeune qui est civil et qui, du jour au lendemain, se dit, tiens, ou du jour au lendemain, où c'est réfléchi, hein, mais se dit, je veux aller dans les forces spéciales. Je veux aller, on va parler des forces spéciales. Ce jeune-là, il se dit, il regarde des vidéos, il voit plein de trucs, je vais faire ça, ça a l'air génial, etc. Il se renseigne un peu. Ouais, il y a des tests. Oula, ouais, d'accord. Pour intégrer, il faut avoir un bon niveau physique, j'imagine, même si on se renseigne pas trop. Donc, il se dit, je vais me préparer physiquement. 95%, et je dis bien 95%, là, je pense pas trop me tromper, des jeunes qui vont se préparer pour intégrer, dans le but d'intégrer, dans le but de se dire, j'intègre les forces spéciales. Et quand on se prépare pour intégrer, on regarde quels sont les objectifs qu'on va rencontrer. Pour le mieux, hein, certains ne regardent même pas, ils vont, ils savent pas. Mais ceux qui se sont renseignés, qui savent, ont compris qu'il y avait des tests CSO, qu'il fallait être très bon sur les tractions, sur un luc léger, sur des squats. Donc ils vont s'y préparer, dans un but d'augmenter leur performance en traction, en squat et en luc léger. Soit on s'entraîne tout seul, et on s'entraîne comme on s'entraîne, soit on prend un préparateur physique, et on lui dit, voilà, mon objectif, c'est de faire, d'être très bon en traction, très bon en squat et très bon en luc léger. Le préparateur physique, il va bien faire son métier. Il va vous préparer physiquement pour augmenter vos reps. Vous allez passer de 8 tractions à 20 tractions ou à 15 tractions, c'est très bien. Vous avez largement augmenté votre niveau et ça passe. Vous avez été préparé d'une certaine façon. Hein, quand on s'entraîne pour augmenter ses répétitions, pour quel que soit l'exercice, il y a une façon de faire, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de récup. Il y a de la récupération entre les séries. Hein. Je fais une série, j'ai beaucoup de récupération, mon corps est bien remis, il est en mesure de retravailler, de repousser en fait. Voilà, je peux travailler et je travaille de cette façon-là. Vous allez augmenter vos perfs. Vous passez vos tests, vous réussissez, vous intégrez. Maintenant, prenez bien en compte une chose, c'est qu'une fois que vous avez intégré, on ne fait plus machine arrière. C'est-à-dire que c'est parti. On est parti pour la filière. La filière qui va durer 16 mois, 16-18 mois. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer de la fatigue, de la suractivité physique, du terrain, ça va enchaîner. Il y a des périodes plutôt calmes, des périodes très violentes. Et donc, il faut encaisser. Donc, vous êtes une quarantaine, dans l'exemple que j'ai donné, vous avez réussi, vous avez intégré, vous êtes content. Sauf qu'à la fin de la filière, il en restera moins de 10. Pourquoi il y a eu 40 échecs ou 30 échecs sur 40? Pourquoi il y a eu au moins 30 échecs? Certains se sont blessés, ok, allez, peut-être 3 ou 4, et il y en a 25, 26, 27 qui ont abandonné. Il y a beaucoup d'abandon dans ce type de formation, que ce soit un stage commando, chez les commandos marines, que ce soit une filière, le rapace, enfin un cycle long dans les forces spéciales, que ce soit la formation, une fois que j'ai passé les présélections RAID ou GIGN, où là on est toujours dans le même cadre, hein, que ce soit les tests CSO, on vous demande un certain niveau à passer des minima. Quand vous passez des présélects pour la gendarmerie, pour la police, vous avez toujours les présélections et la formation. Les présélections me permettent de réussir à d'intégrer, la formation me permet d'être validé.
D'accord? Pourquoi il y a eu autant d'échecs? Parce que ces gens se sont préparés sur un seul domaine. Augmenter ses répétitions, augmenter son niveau sur la course à pied. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était certes, si j'ai pas le niveau, augmenter mes reps pour avoir les minima, mais à partir du moment où j'ai ce niveau, il faut anticiper, il faut commencer à se préparer pour être en mesure d'encaisser. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui fait 25 tractions, je lui fais faire un max, il en fait 25, il a une minute de récup, il refait un max, il en fait 18, et à côté, quelqu'un qui s'est préparé de la bonne façon de parler, plus sur l'endurance de force, qui est plus en mesure d'encaisser, qui lui va faire 25 tractions aussi, et une minute après, il en fera 24, et une minute après, il en fera 23, lui, il est en mesure d'encaisser. Lui, il est capable d'encaisser. De plus, cette personne-là ne se sera pas fixée que sur un thème, mais il aura travaillé large. Et c'est pour ça que dans les séances que vous avez du fractionné, qui est couplé avec du renforcement musculaire poids de corps, d'un peu tous les domaines. Si vous êtes déjà, les CSO sont déjà passés et que vous êtes plus sur une phase de prépa PNPFS ou prépa intégration, donc quelque chose de large. Et vous avez, si on parle de séquences par exemple, quand vous devez enchaîner 9 séquences, vous allez travailler sur la gestion de l'effort, vous allez travailler sur plein de thèmes comme ça qui peuvent être transparents pour vous. Avec du recul, on peut se dire, ouais, je progresse pas énorme, mais par contre, je sens que je me sens mieux physiquement et que j'arrive à encaisser plus facilement les séances. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand vous allez arriver dans une formation, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est ce qu'on va avoir, ce sont les choses dont on va avoir besoin, c'est encaisser. Et le mec qui s'est préparé pour intégrer, il aura pas eu la bonne préparation. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va abandonner. Pourquoi il abandonne? Parce que, comme je l'ai déjà dit, sur un cycle long, on commence avec le physique. Très rapidement, le physique arrive à ses limites puisqu'on vous met à bout. Et puis de toute façon, avec un manque de sommeil constant, avec de la suractivité, voilà, on n'est pas un sportif de haut niveau, avec des compétitions qui sont bien programmées à tel et tel moment. Tout s'enchaîne. Physiquement, on arrive à ses limites, à un moment ou un autre de toute façon, et le mental prend le relais. Quand quelqu'un s'entraîne, ne s'est pas entraîné de la bonne façon, physiquement, ça va très vite, le mental prend très vite le relais, et le mental, s'il doit durer, alors je vais pas dire qu'il va durer 16 mois sur une formation de 16 mois, puisqu'en fait, vous allez avoir des pics, hein, vous allez avoir des cycles très intenses pendant une semaine, et puis ensuite, pendant une semaine, c'est plat, il se passe rien, c'est des cours, etc. Donc on redescend un petit peu, et on a de nouveau un pic pendant une semaine, et puis des fois c'est 3 jours, et on repart, donc en fait, ça fait comme ça fait des pics. Mais par contre, il va falloir à chaque fois passer ces caps qui durent peut-être qu'une semaine ou un mois si vous êtes sur un stage co à un moment, il va falloir passer ces caps. Et donc celui qui est bien préparé, mentalement, ça va arriver plus tard puisque physiquement il aura les ressources pour durer et il va utiliser son mental beaucoup moins longtemps que le mec qui est mal préparé et qui lui au bout de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, physiquement il peut plus et c'est que le mental. Si en plus il n'a pas la bonne vision mentalement, les bonnes clés, les bonnes questions à se poser, les réponses à ces questions, la façon de faire, ça va vers l'échec. Et c'est normal, c'est compréhensible, c'est normal. Après, bien sûr, il y a toujours des forces de la nature, hein, des gens qui, comme je donne souvent l'exemple du Vosgien qui travaille à la ferme depuis qu'il a 8 ans, lui au niveau rustique, il n'y a pas de problème, il est quand même pas mal. Physiquement, c'est comme ça, c'est un bœuf. Et il y a des gens qui ont des facilités. Maintenant, prenez bien en compte que vous avez le physique, le mental, le théorique. Hein, il faut savoir assimiler. Et puis et ça c'est très bien la question qui était posée tout au début, c'est pareil. Comme je disais, quand vous devez apprendre quelque chose qui ne vous intéresse pas, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous devez apprendre quelque chose qui vous intéresse, c'est plus facile, mais avec de la fatigue, de la pression via l'encadrement potentiellement, ça devient aussi difficile. Donc quelque chose qui est facile aujourd'hui peut être très difficile demain. Donc le maître mot de tout ça, ça reste quand même la motivation et être au courant de tout ce qui vous attend et comment ça se passe. Ça c'est important. Hein. Voilà. Je pense que je pourrais peut-être développer ce que je viens de dire sur peut-être sur une autre question. Quelle partira? Pour ce drill, on peut gérer ça comment concernant le matos? On met quoi dans le sac? Alors là, je pense que Antonin, tu reviens sur la question qui était posée au début. Ce travail de drill sur le sac pour
pour faire face à l'inattention et aux erreurs. Alors, on peut gérer ça comment? En fait, ça c'est une analyse personnelle. C'est-à-dire que comment on gère le drill? Eh ben en drillant. Mais avant de driller, il faut driller de la bonne façon avec je veux dire avec le bon procédé. Donc le bon procédé, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je mets dans le sac? Qu'est-ce que je mets dans le sac? C'est un premier travail que vous devez faire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vous dire dans ton sac tu mets ça, ça, ça. C'est vous qui devez vous poser une question. Alors je vous rassure, hein, en formation, on vous laisse pas libre de choisir ce que vous mettez dans le sac. On vous dira, vous partez pour marcher dans votre sac 48 heures, et vous avez une liste. Il doit y avoir mot pour mot ce qui est écrit, rien de plus, rien de moins. Il y a des vérifications qui sont effectuées. Vous verrez, hein, on va vous dire, OK, sac à terre, allez, vous sortez les bâches, hop, tout le monde pose sa bâche, vous videz vos sacs, je veux à droite la gourde, à droite, machin. Tout le monde pose ça comme ça, et puis il vérifie. Qui c'est qui a pris des trucs en plus, qui c'est qui a oublié de prendre des trucs pour que ça pèse moins lourd, etc. Ça, c'est le jeu du chat et la souris. On pourra en parler aussi. Mais voilà, donc en revanche, si vous faites cet exercice tout seul, et c'est un bon exercice de dire qu'est-ce que je mets dans mon sac, eh bien, avant de dire qu'est-ce que je mets dans mon sac, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon sac? Est-ce que je pars pour marcher une nuit? Est-ce que je pars pour bivouaquer 2 jours? En fonction de tout ça, vous allez vous dire, est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est l'hiver? Voilà, il y a plein de questions que vous devez vous poser, vous devez réfléchir à tout ça et vous dire, OK, là, il fait froid, il pleut, je pars pour marcher toute la nuit, je connais pas trop la zone est plutôt, on va dire, allez, c'est pas une zone facile, donc je prévois de prendre ça, 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 ça. Si c'est l'été qui fait 30 degrés à 2 heures du matin, euh, et que je connais parfaitement la zone, qu'elle est safe, euh, il y a des choses que je ne prendrai pas dans mon sac, peut-être, alors que j'aurais pris certaines choses s'il fait froid. Enfin, vous voyez, donc c'est à vous de vous dire qu'est-ce que vous mettez dans votre sac. Et c'est un travail, hein, c'est un travail à faire. Mais encore une fois, on vous donnera les éléments quand vous serez en formation. Je voulais savoir comment étaient déterminés les profils au test ou autres. En fait, les profils, ils sont déterminés en fonction de l'unité. Hein. Il n'y a pas de grosse différence déjà à la base. Hein. Il y a le profil général. Hein. Le profil général, c'est quoi? C'est en gros, quelles sont les qualités d'un civil pour devenir militaire? Il faut que déjà on ait tous certaines qualités quand on veut faire ce métier-là. Hein, quelqu'un qui est complètement individualiste, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le profil pour entrer dans l'armée, puisque vous allez vous retrouver dans quelque chose où vous allez être euh, au sein même de la cohésion, dans une équipe, dans un groupe, dans une section, etc. C'est un exemple. Ensuite, pour aller plus loin, il y a quand même certains profils qui sont déterminés en fonction des unités et en fonction du domaine. Si vous rentrez dans l'armée en règle générale, dans la régulière, les profils sont différents des forces spéciales. Dans la régulière, l'âge est beaucoup plus large. Que vous ayez 18 ans ou 28 ans, c'est possible. Dans les forces spéciales, c'est plus compliqué parce que soit vous êtes trop jeune. Pourquoi trop jeune? Parce que malgré tout, il y a la formation qui arrive derrière, ça prend du temps, donc vous allez quand même prendre de l'âge, mais on est quand même sur quelque chose, sur un domaine où on va vous envoyer sur des missions où vous devez être autonome, où vous allez avoir de grosses responsabilités, et donc il y a un minimum de maturité. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas grand chose, mais on prend à partir de 19-20 ans, enfin, ils prennent, hein, je dis on prend, mais dans le milieu, parce qu'on sait que formation terminée, etc., la personne a 22-23 ans, voilà, elle est responsable. La formation, elle écarte tous ceux qui n'ont pas les qualités requises. Malheureusement, des fois, ce sont des choses qui sont pas maîtrisées. Encore une fois, hein, une blessure ou autre. Mais en tout cas, ceux qui arrivent au bout, on peut pas douter d'eux. Hein. Il n'y a pas de doute. Quand vous tenez une formation qui dure des mois et des mois, vous commencez à 40, vous terminez à 10. Il n'y a pas de doute. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de doute sur vos qualités. Et donc, c'est certain. Euh, donc voilà pour ça. Et ensuite, donc là j'ai parlé de l'âge, mais après il va y avoir aussi niveau scolaire. Le niveau scolaire, ça s'explique aussi. Hein. On vous demande quand même d'être bachelier, un minimum.
Alors, je ne sais pas si c'est écrit sur les textes, mais j'ai rarement vu quelqu'un ne pas avoir le bac intégré, sauf s'il a un profil particulier, ça peut arriver peut-être. Mais ça, c'est pour les raisons que j'ai évoquées aussi. Euh, Déjà, quand on est bachelier, si je prends quelqu'un qui a le bac, quelqu'un qui ne l'a pas, eh bien, celui qui a le bac a fait 2 ans d'études en plus, donc est plus proche de l'âge demandé. Hein. Si vous sortez du brevet des collèges, vous avez à peine 18 ans, peut-être même moins, hein, et du coup, forcément, déjà, vous êtes trop jeune. Donc, quand on a le bac, on n'a pas 25 ans, hein, on a moins de 25 ans, donc on a l'âge qui va bien. Donc, c'est un peu sur tout ça les profils qui sont déterminés. Et ensuite, il y a une petite partie très interne à l'unité. Prenons l'exemple du 13 et du premier. Le profil pour le 13 sont plutôt des gens un peu plus discrets, peut-être un peu plus autonomes. Parce que quand vous partez en mission, certaines missions, vous allez être très autonome. Hein, on va vous donner un cadre. Mais quand vous êtes en train de mêler à la population dans un pays pour aller récupérer du rance en source ouverte. Enfin voilà, il faut avoir du bagou, il faut être autonome. On peut se retrouver dans des situations compliquées très rapidement, etc. C'est un petit exemple. Donc de l'autonomie, de la discrétion. Hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais de la discrétion. De toute façon, quand on fait du renseignement, on est discret. À contrario, au premier, on vous donne une mission. Vous devez intervenir je sais pas moi, pour aller chercher des otages. Eh bien, vous avez déjà les informations. Vous arrivez, vous avez drillé votre manip et vous savez exactement ce que vous devez faire. Le canon conforme existe tout le temps, mais on vous demande moins d'autonomie on est plus sur des profils un peu plus impactants, un peu moins, pas forcément très discrets. Maintenant, prenant en compte que ce soit premier ou que ce soit 13, le 13 fait du rance, c'est la dominante, mais il y a aussi un petit peu d'action. Et le premier fait de l'action, mais il y a aussi un petit peu de rance. Hein. Voilà. Maintenant, les dominantes de chacun sont différentes. Et les profils sont différents, ça se ressent. Voilà un petit peu pour répondre à cette question. Comment est là? Alors, bonjour Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes spécialités que l'on retrouve dans une équipe de recherche et à quel moment se spécialise-t-on dans la formation? Alors, je vais peut-être pas pouvoir rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, je vais essayer d'en parler un petit peu. Déjà, ces spécialités, on va les retrouver. Alors, c'est pas forcément au sein même d'une équipe. En fait, une équipe, elle est faite en fonction. Vous avez plusieurs escadrons déjà. Hein. Vous avez alors on parlait des escadrons de recherche, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc le 2 sont les nageurs, le 3 tout ce qui est montagne, grand froid, le 4 tout ce qui est désert, mobilité, et le 5 tout ce qui est 3D, tout ce qui est lié à la troisième dimension, donc tout ce qui est parachutiste, à très grande hauteur, à grande hauteur, enfin en chute libre et non en automatique. Tout le monde est parachutiste. Dans chaque escadron, vous passez des spécialités. Hein, quelqu'un qui est au 5 va passer des spécialités en rapport avec la chute libre, quelqu'un qui est au 2 en rapport avec le milieu nautique, aquatique, quelqu'un qui est au 3 avec le milieu montagne, etc. Donc vous allez, même si au départ tout le monde a la même formation pendant la filière, hein, on a un vernis, on a une formation qui est commune à tout le monde. Malgré cette formation, ça va se séparer un petit peu entre ceux qui vont être plutôt radio dans une équipe de recherche et ceux qui vont être plutôt observateurs. Donc certains vont être plus sur une formation à un moment, auront des cours liés à tout ce qui est transmission radio, d'autres tout ce qui est photo, traitement vidéo, photo, etc. C'est ce qui va différencier déjà une équipe. Dans une équipe, vous retrouvez les deux. Il n'y a pas d'équipe où il y a que des radios, il n'y a pas d'équipe où il y a que des observateurs. Dans une équipe, vous avez des radios, des observateurs. Vous avez un chef d'équipe. Et dans cette équipe-là, la dominante, elle va être en fonction de l'escadron. Généralement, sur une équipe, ça va être une équipe du deuxième escadron ou une équipe du troisième escadron. Donc avec une dominante. Et cette équipe-là, comment on la choisit? Eh ben, ça dépend, mais si vous avez une mission qui demande impérativement une mise en place par les airs et à très grande hauteur, parce que vous allez on a besoin d'une équipe qui doit dériver sous voile, donc qui doit être lancée, on va dire projetée, façon de parler,
à très très grande hauteur pour passer peut-être une frontière, pour passer inaperçu au niveau des radars. Donc il va falloir sortir à plus de un certain, enfin 10 000 à 10 000 mètres d'altitude. Je dis pas avec certitude au mètre près, mais et non pas à 4 000, donc sous oxygène, etc. Donc les chuteurs, les oxy à très grande hauteur, eux vont ouvrir rapidement. Faut pas croire que ce sont des gens qui chutent pendant 5 minutes. Ils ouvrent rapidement, mais justement, une fois leur voile ouverte, ils vont pouvoir dériver de nuit sur une grande distance pour peut-être passer une frontière et atterrir dans un pays en toute clandestinité d'une certaine façon pour pouvoir mener une mission. Ben là, dans ce cas-là, si on veut se rendre sur une zone et ne pas être détecté par les radars, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est peut-être la solution la plus simple. Et donc, on va peut-être se dire, on envoie une équipe du 5 sur cette mission. A contrario, si c'est en rapport avec le milieu aquatique, qu'il y a une infiltration par la mer, par exemple, eh ben on va prendre une équipe du 2. Enfin voilà, ça se fait comme ça. Donc voilà un petit peu pour brosser un petit peu ta question. Comment mieux aborder la douleur? Accepter celle-ci et passer outre pour continuer à travailler. Mon exemple, je viens de me faire enlever des dents de sagesse en cours de formation. Alors, comment mieux aborder la douleur? C'est une bonne question. Mais c'est ce que tu viens de vivre là, par exemple, c'est un exercice. C'est d'une certaine façon, voilà comment tu vas pouvoir mieux aborder la douleur, en vivant la douleur, d'une certaine façon. Je ne vais pas te dire, si tu fais ça, ça et ça, eh ben c'est parfait. Si tu fais ça, tu n'auras jamais mal, ou tu l'aborderas très bien, la douleur. La douleur, par moment, elle arrive et elle sera forcément là, à un moment ou un autre, c'est indispensable. Vous faites une filière, vous faites une formation, vous faites quelque chose de très intense. La douleur, alors souvent les pieds, mais ça peut être le dos, ça peut être peu importe. Là, c'est les dents de sagesse. Je connais bien le sujet. Je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus le plus jongler. Mais voilà, ce sont des douleurs qui sont très difficiles. Donc il y a des choses. Alors parlons des pieds. Douleur fréquente qui peut arriver et on n'a pas le choix, il faut faire avec. Il faut continuer à avancer. Déjà, je te dirais, il faut anticiper. Ce que tu peux anticiper, il faut l'anticiper. On prend quelqu'un qui anticipe, qui prépare ses pieds. Alors, on a déjà parlé. Je sais pas, moi, je mets de la crème noc, j'ai marché, j'ai ciblé les endroits potentiels de mon pied qui peuvent où j'ai des ampoules. Je connais ces endroits-là. Donc, avant même de commencer ma manip, je mets des doubles pots en prévention. Je change de chaussettes régulièrement. Enfin voilà, plein de petites choses qui permettent d'anticiper. Ce qui veut dire que déjà la douleur arrivera peut-être, mais plus tard. Donc je vais me préserver. Maintenant, on part du principe que la douleur est là. Donc il va falloir avancer mentalement. On n'est plus sur le physique. À un moment, on peut plus. Donc il y a plusieurs choses. C'est jusqu'où je vais pouvoir tenir avant d'abandonner. Elle est là la question. Il faut pas se dire qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de choses qui font que j'abandonnerai pas. De toute façon, jusqu'à l'amputation des pieds, je tiendrai. Il faut aller chercher ça. Donc il faut se donner mentalement quelque chose et j'ai un bon exemple d'ailleurs qui est arrivé, enfin j'en ai plusieurs, je vais vous en donner deux. Un qui, je sais pas si s'il est là, un de mes nouveaux petits gars, un petit gars qui a mon âge, qui prépare l'ascension du Mont Blanc et qui a fait un marathon. Si t'es là, tu peux faire un petit coucou. Qui prépare l'ascension du Mont Blanc et qui a fait un marathon et qui s'était donné l'objectif de le faire. Voilà, super. Je me permets de donner ton exemple qui était très intéressant. Euh, qui s'était donné un objectif de temps sur un marathon qu'il n'a pas tenu puisque sur la préparation, avant ça, il n'y avait pas un objectif de préparation spécifique au marathon. Donc forcément, si on se dit je veux faire moins de 4 heures et qu'on fait 4h30, si on ne se prépare pas spécifiquement pour un marathon, c'est normal de ne pas faire moins de 4 heures. Et donc, il me disait à un moment, ça a été très compliqué et je m'étais promis de pas lâcher, de pas abandonner, d'aller jusqu'au bout. Et ce qu'il a fait est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je me donne une image mentale et cette image,
Euh, Là, en l'occurrence, c'était, j'imagine, ma petite fille avec un flingue sur la tempe. Et si j'arrête, voilà. Donc ça, c'est une image forte, c'est une image qui est personnelle, c'est une image qui est forte et qui va faire que vous n'allez pas lâcher. Mais à un moment, quoi qu'il arrive, de toute façon, on reste des êtres humains et à un moment, quand c'est trop et on stoppe. Hein. Maintenant, il y a une différence entre je stoppe au bout de 30 secondes et je stoppe au bout de 2 heures. Ça, c'est un premier exemple. Et c'est intéressant parce que généralement, sans faire de prépa mentale, sans avoir ces éléments, pour certains d'entre vous, naturellement, vous allez créer les bonnes choses. Et là, et quand je dis là, enfin les bons, comment dire, euh, les bonnes images en fait. Naturellement, se dire ça, imaginer cette image-là, c'est très personnel, mais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on fait inconsciemment. J'ai un autre cas d'un de mes élèves qui a intégré maintenant, qui a réussi, qui est en filière, qui lui me disait, à un moment, sur une situation extrêmement difficile, il me dit, je me suis dit, ouais, j'étais prêt à arrêter. J'étais prêt à arrêter, c'était très dur. Et ce qui a fait que j'ai tenu, c'est que, eh bien, en fait, lui, alors je crois que je sais plus sur quelle épreuve c'était, mais c'était très compliqué. Et ce qui a fait qu'il a tenu, c'est que il avait perdu quelques années auparavant son petit frère d'un cancer, je crois. Et donc, eh bien voilà, encore quelque chose de très personnel qui vous saute au cerveau. Et vous vous dites, je le fais pour lui. S'il était là, eh bien, il voudrait pas que je lâche. Lui, il a subi beaucoup de choses. Voilà, je dois dépasser mes limites parce que lui, il a traversé une vraie épreuve et il s'en est pas sorti. Et donc, et très souvent, ce sont des choses comme ça, des choses très personnelles qu'on va venir naturellement, instinctivement, se mettre dans la tête. Et c'est bien d'avoir une image comme ça et se dire voilà, ça c'est quelque chose que je dois me dire dans les situations difficiles. Je dois y penser très fort. Et là, ça peut vous permettre de passer tous les caps. Après, encore une fois, euh, le corps a ses limites. Et voilà. Moi, je l'ai vécu aussi, pas du tout sur une mission, sur un exercice où je me donnais de temps en temps des défis. J'aime bien me donner des défis et je me donne des défis quand je suis pas préparé. C'est-à-dire que là, pendant un moment, il y a quelques années, hein, j'étais pas forcément très préparé et je me suis dit tiens, je vais aller, je me lève un matin, et je me dis tiens, ben demain, je veux me tester un petit peu. Ben, je vais partir voir ma sœur qui habite à 130 km de chez moi. Euh, et donc, j'ai pas de carte, j'ai rien. Ben, je pars cette nuit et je me donne 48 heures pour arriver. Je prends mon sac et dans mon sac, je mets ce dont j'estime avoir besoin pour, voilà, pour rester et je pars comme ça. Et donc, je suis parti avec des pompes que j'ai chopées dans mon grenier parce que j'avais pas forcément de pompe adéquate pour ça, un peu à l'arrache. Mais c'était pas grave parce que le but, c'était, je me disais pas, faut que tout se passe bien. Je me disais, j'y vais comme ça et puis on verra ce qui va se passer et je vais affronter. Mon but, c'est d'arriver. Et en effet, au bout de 20 kilomètres, comme il y avait principalement que du goudron, au bout de 20 kilomètres, j'avais plein d'ampoules sur les pieds. Les pieds, ça faisait longtemps que j'avais pas marché. J'avais des chaussures qui n'étaient pas forcément adéquates. Donc j'avais plein d'ampoules. J'avais fait que 20 bornes, il m'en restait 110. Et ça faisait 2 heures que je marchais, 3 heures que je marchais. Eh bien, j'ai continué, j'ai été jusqu'au bout, mais clairement, ben, j'ai ramassé pendant presque 48 heures, puisque à la fin, j'étais sur du plat, sur du goudron, et j'avais l'impression que 1 centimètre de décalage sur la route, c'était rien qu'un enfer. Je sentais mon pied sur le côté, et puis j'avais un orteil. Je vous aurais bien montré la photo, mais c'est le temps que je la cherche. Bon, bref, on s'en fout. J'avais un orteil, je savais pas si j'allais le garder ou pas, puisque j'avais plus long, bon, rien d'inquiétant, mais le petit orteil, ben, il restait un bout de chair en fait. Tout le tour avait disparu. Euh, et donc voilà, j'avais ce doute-là. Et finalement, ben, j'ai quand même été chez le médecin, hein, voilà. Et finalement, ben, voilà, ça s'est bien remis et ça a pris un peu de temps, mais ça s'est très bien remis. Et donc là, on se dit, est-ce que je vais arrêter? Et en fait, moi, j'avais pas de choix. J'avais pas de choix d'arrêter parce que moi, il y avait personne pour venir me chercher. Hein. Voilà, j'étais tout seul. Voilà, j'avais personne. J'allais pas appeler
quelqu'un pour me dire, ah, tu peux venir me chercher, je suis à 80 bornes. Non, donc ben, je me démerde. Et donc, on dépasse ses limites et on se rend compte et c'est là, et c'est dans ces situations-là qu'on se rend compte que le corps est capable d'aller très loin, que le corps est capable de faire beaucoup de choses. On peut se dire au bout de 10 minutes, ben en fait, c'est pas possible. Ah, je peux pas tenir comme ça. Ben, on va se le dire peut-être au bout de 10 minutes. Mais quand 5 heures plus tard, 8 heures, 10 heures plus tard, on se dit toujours la même chose, on est toujours là. Hein. Ça fait mal, mais on est toujours là. Et donc, on dépasse ses limites. On sort de sa zone de confort et on va chercher à dépasser ses limites. Ça, c'est un exercice. Il faut tirer de ces choses-là deux choses. La douleur, sur la durée, je vais en tirer quelque chose de positif. J'ai vu que mon corps était capable de l'accepter et j'en suis capable. Même si je crois que j'en suis plus capable, je peux continuer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous en nous des choses, des poids. Hein. Prenons l'exemple de tout à l'heure, le petit frère qui est décédé d'un cancer. C'est un poids à porter toute sa vie, c'est quelque chose de dur. Hein. Forcément, imaginez-vous la situation. Et on a tous quelque chose comme ça, différent. On a tous un poids. Et bien ce poids, il faut pas se dire c'est quelque chose que je vais traîner toute ma vie, parce que ce poids-là, finalement, par moment, c'est peut-être ce poids-là qui va vous aider à vous sortir de situations compliquées et peut-être même à réaliser vos rêves, à aller au bout de vos objectifs. Donc voilà, comme quoi des fois le négatif, ce qui peut vous paraître négatif dans la vie, ben, va devenir quelque chose qui est positif, enfin positif non, mais qui va vous rendre les choses positives et qui va vous permettre de faire face à la résilience. Et ça, c'est important. Et voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. Après, on pourrait rentrer dans le détail, mais ce serait beaucoup plus long, de qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc là, vous avez vu de l'imagerie mentale. Il y a des exercices qu'on peut faire. Hein. C'est vous avez un objectif. Vous savez que dans cet objectif, vous êtes souvent en échec, eh bien, parce que vous avez mal, parce que c'est compliqué, à chaque fois, la douleur prend le dessus, vous n'arrivez pas à aller au bout. Dans ce cas-là, imaginez du positif, dépassez vos limites. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer mentalement, qu'on peut driller. Alors, quand je dis driller de cette façon-là, c'est tous les soirs, quand je me couche pendant 5 minutes, je visualise la scène, je l'imagine que je réussis. Hein, je n'ai pas de négatif. J'imagine que je réussis. Et en fait, le fait de faire ces choses-là, ça vous amène sur du positif. Maintenant, sans rentrer dans tous ces petits détails-là, clairement, pour moi, le plus important, c'est ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est l'imagerie mentale avec quelque chose de fort et se mettre en situation et se rendre compte qu'on est capable d'aller très loin. C'est pour ça que dans une marche classique, vous verrez qu'il y en a qui abandonnent. Une marche pas très compliquée, c'est un peu dur, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jamais sortis de leur zone de confort et ils pensent qu'ils sont déjà au-delà de leurs limites. Alors qu'il y en a qui vont y aller, ça va être dur, mais ça passe sans problème. Parce qu'avant, je suis déjà sorti de ma zone de confort. Peut-être pas sur une marche, peut-être sur autre chose, mais j'ai découvert que mon corps était capable de faire de grandes choses. Donc là, je sais très bien que c'est pas ce qui va m'arrêter. Voilà. Je suis resté un peu longtemps sur cette question, je m'en excuse. Mais voilà. Alors, quelle partie de la préparation physique ou mentale est le plus souvent négligée à tort par les candidats? J'ai répondu à cette question. Ça se trouve, j'ai répondu 2 fois à la même question ou 3 fois. Les sous-offres internes qui intègrent la filière, donc les sous-offres internes qui intègrent la filière, peuvent-ils sortir de la filière, à la fin de la filière, avoir un rôle d'adjoint, chef d'équipe ou chef d'équipe? Non. Pour être chef d'équipe, en gros, il faut être sous-officier Bestat. Donc, vous pouvez arriver sous Bestat, hein, mais si vous êtes sous-officier Bestat, vous ne ferez pas la filière. Alors voilà, il y a 2 choses. Une chose que je n'ai pas évoquée, c'est que le sous-officier qui arrive, qui fait la filière avec les militaires du rang, la filière qui dure 16-18 mois, a 3 ans de service, donc il n'est pas Bestat. Bestat, c'est un examen de carrière qu'on passe au bout d'un certain nombre d'années, qu'on n'appelle même plus le Bestat d'ailleurs, maintenant je crois, qui vous permet de passer adjudant après. Vous n'êtes pas chef d'équipe. Pour être chef d'équipe, il faut faire cette formation, ce Bestat, cet examen de carrière, qui se fait au régiment, qui dure plusieurs mois, qui est aussi difficile qu'une filière, voire plus, et parce que vous avez déjà la maîtrise du métier. Cet examen vous permettra d'avoir le PINS chef d'équipe. Normalement, si ça n'a pas changé. Sinon, il existe le stage chef d'équipe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous-officier Bestat, ça fait 10 ans que je suis militaire, je suis sous-officier depuis 10 ans, je suis chef Bestat,
je vais passer où je suis adjudant, par exemple, ou je suis officier, lieutenant, donc officier, vous pouvez postuler en interne pour faire le chef d'équipe. Le chef d'équipe dure moins longtemps que la filière, mais c'est un stage qui vous permet d'intégrer une équipe de recherche en tant que chef d'équipe. Donc, pour être chef d'équipe, on est obligé de passer soit par le BESTAT, donc la suite après la filière, après avoir fait la filière, quelques années en équipe, l'examen de carrière suivant, qu'on appellera le BESTAT, et ensuite vous serez peut-être chef d'équipe pour ceux qui réussissent, ou alors être officier ou sous-officier BESTAT et faire le stage chef d'équipe, et là vous êtes chef d'équipe. Alors, savez-vous si la déclaration du président Macron sur la diminution des forces de contact va avoir un impact sur le recrutement mission du premier PIMA? Non, clairement, la diminution des forces de contact, je pense pas qu'elle n'aura un impact sur le recrutement ni sur les missions du premier PMA. Surtout qu'il y a un sujet, j'ai vu une note passer aujourd'hui du CEMA ou du CEMAT, je sais plus, il y a un gros problème de recrutement aujourd'hui dans les armées et voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, ministère des Armées mise beaucoup d'argent, sur un gros recrutement, il faut recruter, ils veulent énormément de réservistes, ils veulent avoir une politique, je pense que c'est la guerre entre l'Irak et la Syrie, entre l'Ukraine et la Russie, qui fait que, on prend conscience de beaucoup de choses, que certaines guerres, voilà, on prend conscience de beaucoup de choses et qu'on se doit d'avoir une armée assez grande. Et on voit aussi que le recrutement, le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens s'engagent dans l'armée, mais ne font plus comme avant carrière. Beaucoup font 5 ans, 10 ans et s'en vont. Et donc l'objectif aujourd'hui des armées, c'est de fidéliser les bonhommes. Et pour les fidéliser, on les fidélise pas en faisant, voilà, il faut faire certaines choses, il faut attrayer les soldats, il faut leur donner envie de rester. Et autant vous dire que je suis pas sûr que ce soit parti gagné, mais en tout cas, ils vont faire ce qu'il faut pour. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a rien, il n'y a pas grand-chose qui aurait un impact sur les missions du premier PIMA, puisque, les missions du FS, on va dire, puisque voilà, il se passera toujours des choses et il y aura toujours autant de monde, surtout dans ces unités-là, qui auront été formés, parce qu'il faut savoir que pour intégrer ce type d'unité, vous savez, surtout le premier, prenons l'exemple du premier, qui est, je pense, l'unité la plus sollicitée. Donc vous avez beaucoup de candidats, vous avez peu de place et donc très peu qui terminent. Donc il n'y aura jamais un problème de recrutement pour le régiment en tout cas. Quelles sont les perspectives d'évolution une fois qu'on a intégré le 13e RDP? On peut se spécialiser et intégrer un escadron au bout d'un certain temps, puis devenir chef de groupe, puis chef d'équipe. Différence entre les deux. Peut-on ensuite évoluer dans le COS ou des GSE comme toi ou dans le privé? Peux-tu nous donner un ordre de grandeur ou des exemples typiques de carrière? Alors oui, je peux. Et c'est une question intéressante. Et le 13, je pense d'ailleurs que c'est un des régiments qui vous offre le plus à mon sens, le plus de perspectives d'évolution. Parce que le renseignement aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le privé, c'est quelque chose qu'on retrouve de partout, dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. On a besoin de gens il y a beaucoup de choses qui touchent de près ou de loin, d'une certaine façon, au renseignement. Donc c'est quelque chose de très intéressant. En tout cas, où on retrouve beaucoup de boulot, de gros postes à l'issue. Les perspectives d'évolution, une fois qu'on a intégré le régiment, il y en a beaucoup en fait. Alors quand tu parles d'évolution, est-ce que c'est d'évolution dans le régiment ou d'évolution après avoir fait une carrière dans ce régiment? Alors si c'est l'évolution dans le régiment, il y en a comme partout, bien entendu. Vous pouvez très bien arriver militaire du rang et terminer officier peu de temps après parce que vous avez passé les concours. Et donc, j'ai vu certains, je les ai pas vus arriver, mais en tout cas, quand je suis arrivé, ils étaient là et je sais que ils étaient passés par là, dans un capitaine qui était rentré, qui avait 30 ans de service, mais qui était rentré deuxième classe comme moi et qui était, équipier, chef d'équipe, mais surtout officier qui commandait une compagnie, voire un chef de corps qui avait commencé deuxième classe au régiment. Donc l'évolution, elle est possible, mais j'ai envie de dire comme partout. Et ensuite, l'évolution pour basculer d'un régiment comme celui-ci à une autre unité
ou dans le civil, généralement, ce qu'on retrouve beaucoup, si on reste dans le système militaire, on retrouve beaucoup de gens du 13 qui partent à la DGSE, des gens du 13 qui partent au COS, hein, à l'état-major du COS, euh, à Ballard, donc des gens qui voilà un petit peu, on va dire, sur la partie militaire, hein, et puis certains arrêtent, partent dans le civil, donc, peu importe les milieux, hein, il y a plein de milieux. Certains partent dans la police, à la DGSI, d'autres à la DGSE, je l'ai dit. Donc il y a pas mal de... Et puis certains partent dans les douanes. Hein. Vous savez que dans les douanes, il y a aussi des groupes spécialisés un petit peu sur le rang, enfin un peu dans toutes les entités, en gendarmerie aussi, enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'évolution là-dedans. Et après, si je peux vous donner un exemple, je vais en donner un. Voilà, il y a un. Alors c'est un bon exemple, hein, attention. Hein, mais bon, il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup. Mais c'est un bel exemple de un sous-officier qui était au régiment, qui est arrivé militaire du rang, je crois, ou peut-être sous-officier direct, qui a fait quelques années, enfin une grosse partie de sa carrière au régiment, qui est à peine plus vieux que moi, hein, qui doit avoir 43, 44 ans. Et encore, j'espère que je me trompe pas trop. Et donc, lui a fait son temps au régiment, puis est parti à Ballard, au COS, travailler là-bas, sur les plateaux. Donc, il était surtout, je pense, sur un peu tout ce qui est analyse de renseignements voilà, sur des zones géographiques. Et puis, il devait faire il faisait des présentations en fait, il faisait des présentations, des comptes rendus, des analyses. Et un jour, l'Élysée, d'habitude c'est un général qui va à l'Élysée pour présenter, bien sûr, faire des comptes rendus sur certaines zones géographiques, géopolitiques, etc. Et le général n'était pas là, donc lui était passé officier entre temps, il était capitaine. Donc on lui a demandé d'y aller, il y est allé. Et il se trouve que lors de sa présentation, il se retrouve à faire une présentation et il voit le président, donc c'était Macron, hein, débarquer. Bon, ok, pas de souci, président ou pas, je maîtrise mon métier, je fais ma présentation, ce qui fait très bien. Et puis le président doit partir, s'en va, parce qu'il a un contretemps, il est rappelé. Et donc voilà, donc lui termine sa présentation, rentre au COS, reprend son activité normale, et puis l'Élysée rappelle en disant il faut venir, le président voudrait avoir à la fin de la présentation. Et donc le général dit ok, je vais y aller. Et là le président, enfin la personne dit non, le président veut que ce soit le lieutenant, et uniquement lui. Faut savoir que ce lieutenant, il avait, alors je ne veux pas dévoiler de trop de choses, mais il était allé en mission plusieurs fois dans un pays assez sensible, donc il maîtrisait parfaitement cette zone-là et ce sujet-là, avec un très gros réseau. Enfin voilà, il maîtrise très très fort là, sur ce sujet-là. Et donc il a refait sa présentation au président. Finalement, il a été récupéré par le président. Il est devenu conseiller, un des conseillers du président. Alors, je ne sais plus si c'était conseiller force spéciale ou conseiller du pays, de la zone sur lequel il travaillait. Du coup, il est passé civil, hein, il a fait une transition parce que voilà, hein, quand on se retrouve à l'Élysée, conseiller du président, on est quand même pas mal. Donc, on prend aussi, on passe civil. Donc, il est devenu administrateur et après, et ensuite, il est parti en tant qu'administrateur au ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, il est en poste à l'étranger. Potentiellement, ce sera peut-être, pourquoi pas, un ambassadeur dans quelques temps. Donc voilà, et donc voilà d'où il est parti, hein. Et des exemples comme ça, alors c'est sûrement le plus prestigieux, mais voilà, j'ai beaucoup de copains qui sont aujourd'hui à des très gros postes dans le privé, et ça se passe très bien. Donc voilà, perspective d'évolution, quand on fait ce métier-là, il y en a, et j'ai envie de dire, quand on est militaire, quand on est un bon soldat, il y a des perspectives d'évolution aujourd'hui encore plus qu'avant dans le civil, parce que vous le savez, ça se voit maintenant, hein, c'est pas un secret. Les entreprises sont enfin, sont très attirées par des profils un peu atypiques, mili, parce que dans les entreprises, on a besoin de gens qui maîtrisent la cohésion, voilà, l'esprit d'équipe, enfin voilà, toutes les qualités qu'on peut retrouver sur quelqu'un qui part sur le terrain, qui met sa vie, qui risque sa vie pour son pays, qui est autonome, qui fait les choses avec passion. Mais forcément, quand on le met dans quelques années plus tard, il est un peu formaté et c'est du bon pour une entreprise. Donc voilà.
j'espère avoir répondu un petit peu sur ta question. Oui, juste rapidement, hein, peut-on ensuite évoluer dans le COS ou des GSE? Oui, oui, bien sûr, hein, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une évolution, on peut basculer. Après, attention, hein, vous êtes au 13, vous voulez aller à la DGSE, il y a des tests à passer, hein. Rien n'est cadeau et certaines, ça ne passe pas pour certains. Voilà, c'est comme partout. Mais on va dire que ça se fait plus naturellement et on retrouve plus de gens de ce milieu-là dans ce milieu-là. Il y a jamais un profil d'un gars de 18 ans qui intéresse les FS. Alors je dis pas que quelqu'un qui a 18 ans n'intéressera pas les FS, n'intégrera pas les FS. Euh, je suis pas sûr d'en avoir eu, mais c'est possible. Si vous avez 18 ans et que vous allez avoir 19 ans très peu de temps après, que vous avez déjà un bon niveau scolaire, que vous avez un super profil physiquement tout partout, ça peut matcher. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, du jeune qui avait tout réussi, notamment la PMPFS, qui avait 18 ans et qui n'a pas été pris pendant les entretiens, et visiblement, je pense que c'est à cause de son âge, lui, il aurait pu être pris. Mais s'il n'a pas été pris, si on lui a demandé de faire la formation, de faire une PMPFS, c'est parce qu'on a eu un doute, on s'est dit peut-être qu'on peut le prendre. Mais après, je pense que la raison, elle est très simple. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde et que, au bout d'un moment, voilà, il y a trop de monde, voilà, on élimine au fur et à mesure. Et puis, lui, hop, 18 ans, même si c'est un très bon profil, bon, l'année prochaine ou dans 2 ans, mais pas pour cette année. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Durant la formation, serait-il mal vu de ne pas suivre les règles dictées au pied de la lettre? Par exemple, prendre un chemin qui raccourcit un parcours de marche et donc ne pas suivre le chemin demandé par l'encadrement. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend de la manip que tu fais et du moment dans la formation en fait, l'autonomie qu'on te donne ou pas. Si on te donne pas d'autonomie, si on te dit la mission c'est ça, vous passez par là. Si vous passez pas par l'endroit qu'on vous a demandé, ça peut être vu comme une faute de procédure. Hein, ça dépend du contexte. Et donc oui, c'est grave. Faudra expliquer pourquoi, etc. Est-ce que vous vous êtes perdu? Est-ce que c'était volontaire pour gagner du temps, etc. Si c'est vu comme une faute de procédure, ça peut être grave. Maintenant, si vous faites le stage co, on vous donne pas un chemin précis quand vous faites des marches de nuit. On vous donne un point de départ, un point d'arrivée, des zones, peut-être des zones sur lesquelles vous pouvez pas aller. Vous prenez le chemin que vous voulez. Si vous faites un raccourci, même si vous n'avez pas le droit, ça reste un stage co. Donc le stage co, on le sait, il faut gruger. Et qui ne l'a pas fait, d'accord. Je veux pas dire qu'il y en a qui prennent le taxi, qui vont au point d'arrivée, qui dorment pendant 4 heures et puis ensuite font comme si, voilà. Mais je peux vous assurer que ce sont des choses qui sont déjà arrivées dans ce type de situation. Alors c'est pas un taxi, bien entendu, mais on a toujours un copain qui habite pas loin, qui est du coin, qui vous a récupéré, qui connaît, qui vous amène, qui vous dépose. Et puis en fait, voilà, s'il n'y a pas de point de contrôle, voilà. Mais c'est le jeu d'un stage commando. Donc il faut toujours poser les choses dans leur contexte. Est-ce que je peux me permettre de gruger parce que j'en ai besoin pour gérer mon effort et puis c'est pas méchant, c'est le jeu, c'est voilà, c'est pas voilà, ou est-ce que c'est quelque chose de sérieux, il y a des procédures, je suis jugé dessus, etc. Où là, il faut vraiment que je suive le truc et si je le fais que c'est malsain, là c'est pas bien. Donc voilà, tout est possible et ça peut être très mal vu comme voilà, ça peut être juste du ramassage si vous vous faites prendre, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Quoi qu'il en soit, dans un stage co, pris ou pas pris, vous ramasserez. Voilà, comme ça, les choses sont dites et c'est très simple. Édouard, je me permets de te corriger. Chef d'équipe est plus bas que chef de groupe. Un groupe est généralement constitué de 2 équipes. Alors là, on est sur 2 choses différentes. Faites attention, le 13, on n'a pas de chef de groupe. 13, hein. On n'est pas dans l'infanterie où il y a le chef de groupe qui est en effet au-dessus, en dessous, je veux dire, non, au-dessous non, au-dessus du chef d'équipe. Euh, ou en dessous, je sais plus, l'infanterie. Enfin bon, bref. Là, au 13, il n'y a pas. Il y a l'équipe et il y a le chef d'équipe. Le chef d'équipe, c'est un officier généralement. Hein. Donc c'est le chef de l'équipe. Voilà, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de voilà. Après, vous retrouverez le chef de section. Oui, parce que vous avez une section, il y a un chef de section, le commandant d'unité, ça c'est normal, mais vous n'avez pas dans une équipe le chef de groupe, le chef d'équipe, ça c'est dans l'infanterie, mais c'est pas dans les unités comme le 13. En revanche, vous le retrouvez, je crois, le chef de groupe et le chef d'équipe sur le premier PIMA où il y a un chef de groupe, où il y a un chef d'équipe, parce qu'on est dans l'infanterie. Euh,
je suis ignorant des grades, t'inquiète pas, ça viendra. Est-ce qu'il y a une astuce ou une préparation possible pour les jambes, genoux, chevilles pour s'habituer à l'atterrissage en parachute? Ah ouais, il y a une très très bonne préparation pour les jambes, les genoux et les chevilles pour l'atterrissage en parachute. C'est serre les pieds, serre les genoux. Et, euh, et puis tu rentres bien les coudes, tu rentres bien la tête dans les épaules, tu serres bien les pieds, tu serres bien les genoux, tu fléchis légèrement les jambes, tu regardes bien, et puis quand tu arrives, tu contractes un petit peu. Il n'y a pas d'autre solution, hein, en fait. Et serre bien tes chaussures. Serre bien tes chaussures. Faut pas avoir les lacets complètement détendus. Faut pas que la cheville elle puisse trop se balader. Voilà. Il n'y a pas de travail spécifique. C'est juste les règles à respecter. Vous arrivez, vous écartez les jambes. Vous avez de grandes chances de vous fracasser une cheville, un genou, ou je ne sais quoi. Voilà. Mais ça, vous l'apprendrez. Vous inquiétez pas pour ça. On vous le montrera. Vous passerez dans des agrès et on vous le répétera, répétera et répétera. Quand ça arrive très fort, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois et je pense, et j'espère, et je pense d'ailleurs que j'ai eu le bon réflexe. Et là, on est sur du drill aussi, hein, quand vous sautez souvent en automatique, euh, vous êtes limité en vent, en mètres secondes. Quand vous sautez d'un avion, alors quand vous allez à l'étape, à l'école des troupes aéroportées, c'est limité à 6 mètres secondes. Et encore, je sais même pas si c'est pas un peu moins, 4 mètres peut-être. C'est parce que vous faites le saut, un saut de curé, hein, comme on dit, comme on me posait la question d'ailleurs aujourd'hui. Donc le saut qui va bien. Il n'y a pas trop de vent, les conditions sont parfaites, donc ça se passe bien. Maintenant que les nouveaux parachutes, ça se passe bien aussi. Mais avec les anciens parachutes, c'est un peu plus violent. Surtout que moi, je faisais 90 kilos, qui est la limite, voire des fois un peu plus. Donc forcément, j'impactais, je sortais le dernier de l'avion, j'arrivais le premier au sol. Sauf qu'une fois, le vent, autant vous dire qu'en régiment, des fois, il y a des bonnes rafales. Normalement, on ne devrait pas pouvoir sauter, mais bon, le carburant de l'avion, c'est cher. Et faire poser un avion avec je ne sais pas combien de mecs dedans, c'est c'est compliqué. Ça coûte cher, donc on fait sauter quand même, hein. Et donc, je pense pas que c'était une journée où il y avait beaucoup de vent de plus, mais par contre, quand j'ai sauté, j'ai eu un problème avec mon parachute. J'ai des agrafes. Il y a 4 points d'ancrage derrière, hein, sur de là et de en bas. Et j'en ai deux qui ont sauté, les deux du haut. Ce qui fait que mon parachute, en fait, il tenait que sur deux crans au lieu de tenir sur quatre. Si les deux d'en bas avaient sauté, j'étais complètement séparé et puis j'étais tout seul. J'en ai que deux qui ont sauté, mais je savais pas, hein. Je l'ai trouvé bizarre parce que quand j'ai dû m'accrocher pour faire mes vérifs, je n'arrivais pas à attraper les commandes. Alors, j'ai pas honte à moi, hein, ça s'appelle pas des commandes, mais je sais plus. Enfin bon, bref, j'arrivais plus à les attraper, les élévateurs, pardon. Et donc du coup, je comprenais pas, je pas trop posé de questions et je commençais à voir le sol arriver très vite. Limite, en fait, je ne voyais plus. En fait, je voyais ça défiler comme ça. En fait, je voyais, ça faisait ça. Donc j'ai dit, je vais me cracher très fort. Et du coup, j'ai serré, j'avais que ça à faire, donc j'ai bien serré les jambes, bien serré les genoux, tout serré. Et je me suis fait une enfin, je me suis pas cassé, je me suis arrachement des ligaments, enfin entorse d'une cheville. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que franchement, quand j'ai vu la vitesse dans laquelle j'arrivais, je pensais que je me voyais. Enfin voilà, et j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que c'est clairement la position et le fait d'avoir bien contracté, d'avoir fait un bon impact avec le sol. Et il faut faire attention parce que des fois, dans des moments comme ça, eh bien, si on c'est bien parce qu'on revient sur l'histoire du drill, etc., des erreurs qu'on peut faire. C'est un bon exemple. Certains, en fait, vont pas avoir le réflexe de tout serrer, de tout grouper, d'avoir la position parfaite. On va écarter les jambes, on fait des choses comme ça. Et en fait, le mec qui fait ça, il se fracasse, quoi, hein, parce que clairement, voilà. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de technique particulière, hein. Il faut avoir des bonnes cuisses, il faut être bien gainé, voilà, il y a du travail physique, tout ça, mais on s'entraîne pas physiquement pour ça. En tout cas, normalement, quand tu passes les tests TAP, c'est que tu as un certain niveau physique, et donc tu es en mesure d'encaisser ce genre de choc. Si tu respectes les consignes de la bonne position, ça se passe très bien. Et je parle bien entendu des sauts en automatique et pas en ouverture retardée où là l'atterrissage se fait en douceur s'il n'y a pas de problème particulier. Comment optimiser sa nutrition et son hydratation avec ou sans contrainte opérationnelle? Eh bien clairement, c'est un grand sujet, mais je pense pas qu'il y ait de réponse qui soit, on va dire, il n'y a pas qu'une, voilà, ça va pas que dans un seul sens. Généralement, on a un peu tous le même discours là-dessus. Quand tu es dans la formation opérationnelle, par exemple,
ben, tu optimises pas vraiment ta nutrition puisqu'en fait ben, tu vas pas manger forcément ce que tu veux manger comme tu voudrais le manger. Tu vas manger ce qu'on te donne, tu vas manger si tu es sur le terrain ben, ce qu'il y a, les rations de combat qui sont prévues hein, pour être un minimum, avoir les calories suffisantes, etc. Mais quand tu es dans une unité, ben, tu manges le midi à l'ordinaire, t'as pas, voilà, hein, c'est pas un self où tu choisis un petit peu, et quoique dans certains régiments maintenant si. Mais, euh, mais voilà, tu fais en fonction euh, de la formation, de l'environnement, de tout ça. Et c'est ce qui fait la différence entre sportif de haut niveau et un opérationnel. On retrouve cette différence tout le temps, hein, même pour l'entraînement. Hein. La prépa mentale, un sportif de haut niveau, il a une prépa mentale très spécifique parce que lui, il a une compétition. La compétition, elle est telle date. Il sait que derrière la compétition, pendant X temps, il est au repos complet. Il se reprépare de telle façon pour reprendre une compétition à telle date. Et c'est ça un sportif de haut niveau. Tout est réglé, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour les compétitions. L'opérationnel, il est réglé de rien du tout. L'opérationnel, lui, il part en mission, il part en exercice, il fait un gros exercice, il termine l'exercice, il est HS, il n'a pas le temps de récupérer que peut-être le lendemain, on l'envoie en mission. Et il part sur une mission, il est déjà HS. Il change de climat, il se retrouve dans un climat différent, il se retrouve donc dans un environnement climatique différent, il se retrouve avec du décalage horaire, il se retrouve avec plein de critères néfastes qui lui tombent dessus et il doit faire face à tout ça. Et l'opérationnel, c'est l'homme qui doit savoir s'adapter en permanence. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai évoqué, on doit savoir encaisser sur le plan physique. Donc voilà. Donc l'hydratation, ben, boire, boire, boire. Hein. On n'attend pas d'avoir soif pour boire, hein, ça c'est une règle. Euh, il faut boire régulièrement en fonction aussi de la saison, etc. Mais voilà. Voilà un petit peu, Anthony, ce que je peux dire par rapport à ça. Euh, Évolution dans le régiment, ok. Il y a des différences entre le chef d'équipe, chef de groupe d'un côté et de l'autre, sous-officier, officier. Non, chef de groupe, je ne répondrai pas par rapport à ça. Je vais parler du chef d'équipe, hein. Mais le chef d'équipe au 13, par exemple, hein, chef d'une équipe, eh bien, que tu sois sous-officier, adjudant-chef, par exemple, ou adjudant, t'es chef d'équipe, il n'y a pas de différence avec le capitaine qui va être chef d'équipe. Ouais, le capitaine, il n'y en aura pratiquement pas parce que faut savoir que quand vous êtes officier, que vous passez le chef d'équipe, c'est bien, vous êtes chef d'équipe, vous allez faire 2 ans. Après, vous partez sur le cursus officier pour commander une compagnie et vous serez muté, etc. Vous terminerez au BOI du régiment, donc gestionnaire. Vous ne ferez pas de l'opérationnel pendant X années, c'est pas possible. Sous-officier, oui. Donc ça, c'est une différence. Hein. Le sous-officier, il peut faire 15 ans en équipe, 10 ans en équipe. L'officier fera 2 ans. Donc ça, c'est une différence. Mis à part ça, il faut bien se dire une chose, c'est que les grades sont les grades. Dans l'armée, c'est très marquant dans un régiment de la conventionnelle entre un première classe, un brigadier chef, un brigadier chef ou un caporal chef. On voit tout de suite une grosse différence. Au 13, une équipe, le mec il est première classe et l'autre il est caporal chef. Ils sont équipiers tous les deux. Il n'y a pas de différence, on est équipiers. Moi, dans mon groupe dans lequel j'évoluais dernièrement, ces dernières années, on était 11. J'étais chef de section, adjudant. J'avais des mecs qui étaient adjudants-chefs, qui étaient plus gradés que moi, mais que je commandais. Donc il n'y avait pas cette notion de grade. De toute façon, on était toujours en civil. Et puis, donc c'est pas le grade, c'est la fonction, le temps que tu as fait, l'expérience que tu as. Et voilà. On est en famille, d'une certaine façon. Et quand on est en famille, il y a le père, la mère et les enfants. Ben là, il y a le chef de section, son adjoint et les gars. Mais finalement, c'est une grande famille et on n'est pas là à se regarder, à se dire ouais, t'as vu mon grade, etc. C'est pas du tout cette optique-là. Euh, Quelle est la limite d'âge maximum passé l'écrit sur les sites du CIRFA pour rester intéressant dans un dossier d'externe pour le premier PIMA? Alors, je vais peut-être te dire ça à 1 ou 2 ans près. Mais la limite d'âge maximum, je pense que c'est 26 ans. Je crois qu'il y a une différence entre le 13 et le premier qui est de 1 an. Soit c'est 25-26, soit c'est 26-27. Mais ça doit être 26 ans. On va dire 26 ans. Je pense que à 27 ans, c'est mort.
Je pense que c'est mort à 27 ans. Je pense que 26 ans, c'est compliqué. Je mettrai pas ma main à couper. Mais voilà. Moi, je pourrais me renseigner, regarder, je l'ai vu, hein, c'est que je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, par expérience, j'ai beaucoup de gens de petits gars qui avaient 24 ans qui sont passés, hein. Mais j'ai pas beaucoup de jeunes de 26, 27. Je crois déjà, pourquoi j'en ai pas? Parce que ben, lorsqu'on se présente à moi pour intégrer telle ou telle unité, vous le savez, hein, il y a toujours un premier entretien téléphonique qui parfois dure longtemps. J'essaye de prendre un maximum de formation, d'échanger avec vous. Et quand je vois d'entrée que, ben voilà, si tu me dis j'ai 28 ans, ben, je te dirai stop tout de suite et je ne vais pas te préparer parce que je sais d'avance que ça va être compliqué. Donc soit je te trouve une voie de secours, enfin de secours façon de parler, hein, une voie secondaire où potentiellement tu as tes chances, chose que j'ai fait avec certains. Soit ben non, et peut-être que tu vas appeler quelqu'un d'autre qui va dire pas de problème, ouais, ouais, t'inquiète et tout, je te prépare, on verra bien. Le mec sait très bien que ça passera pas. Ou il le sait pas, donc il est pas compétent dans ce qu'il fait. S'il est censé vous préparer pour intégrer ce milieu-là, il doit le savoir. Donc soit il est pas compétent parce qu'il le sait pas, soit il est vicieux et il se dit ok, lui je vais le prendre X temps et puis c'est du business. Et il sait très bien que derrière il n'ira pas au bout. Donc voilà. Y a-t-il des moyens de se confronter à l'appréhension du vide? Par exemple, je n'ai pas le vertige quand je suis en hauteur, en randonnée, en montagne, etc. Par contre, lorsqu'il faut sauter dans le vide, comme en canyoning ou en saut élastique, j'ai une forte appréhension. Euh, Il y a plusieurs choses pour l'appréhension du vide. Déjà, il y a une différence entre, il y a une différence entre dans l'appréhension du vide, comme tu le dis d'ailleurs. Certains ont le vertige quand ils ont les pieds sur terre. Et si je regarde à droite et que ou je regarde devant moi et que c'est le vide ou qu'il y a une grosse pente ou enfin voilà, je peux avoir cette notion de vertige ou pas. Et certains n'ont pas de vertige dans ces conditions-là, hein. Je suis un peu en hauteur, voilà, j'ai pas trop le vertige. Par contre, quand je suis dans un avion et que je vais me jeter dans le vide, en effet, certains ont un problème avec ça et pas dans l'autre cas. Donc ce sont des cas différents, mais quoi qu'il en soit, on a un problème d'une certaine façon de vertige quand même, que ce soit les pieds sur terre ou pas, le fait de se jeter dans le vide. Euh, En fait, ça c'est un problème qui est interne, qui est corporel. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez les yeux, vous avez les oreilles. Il y a des liens entre les yeux, les oreilles, etc. Vous savez, hein, tout ce qui est oreille interne, etc. Et certains ont des problèmes et du coup perdent l'équilibre. Et en fait, tout ça, les pieds, les yeux, les oreilles, etc. Ça a un lien. Et si jamais les choses ne se font pas, l'information ne va pas correctement de l'un à l'autre. Si par exemple mes yeux me disent je suis dans le vide, l'oreille elle prend en compte que je suis dans le vide et les pieds aussi, je vais le gérer. Si par contre l'oreille elle ne prend pas en compte, donc les pieds il y a un dysfonctionnement, je suis un peu comme ça et je suis pas bien. Et c'est souvent pour ces raisons-là qu'on a le vertige. Donc c'est compliqué de pouvoir y faire face. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, c'est plutôt psychologique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que entre quelqu'un qui a le vertige et qui fait aucun travail sur soi, il n'y a pas de travail sur soi, j'aurai toujours le vertige. Maintenant, il y a un travail à faire. C'est toujours pareil. C'est que il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles je suis sur le moment et la situation et l'environnement. Généralement, quand on a ce problème-là, par exemple, c'est je vais sauter d'un avion. Moi, je connais des mecs qui ont le vertige et qui sautent depuis des années et qui sautent quand même. Ils ont une appréhension, elle sera toujours là, plus grande que les autres, mais ils vont vaincre ce vertige-là à chaque fois. Pourquoi? Et alors qu'ils en étaient incapables au début. Pourquoi? Parce que ils ont confiance au matériel, conscience envers le matériel. Ça, c'est déjà une première chose. J'ai du matériel qui me protège, un saut en parachute, voilà, j'ai un parachute déjà, première chose, j'ai un parachute. Donc déjà, je dois prendre en compte que j'ai un parachute et je dois prendre en compte que ce parachute, il a peut-être été vérifié, contrôlé, donc je dois avoir confiance, je dois être serein là-dessus. Je dois prendre en compte aussi que s'il y avait quel que soit le problème, il ne s'ouvre pas, il y a toujours une sécurité à un moment, même si je ne fais rien, il va s'ouvrir tout seul. Euh, voilà, il y a toujours plein de sécurités. Et sachez bien que des sécurités, il y en a, hein. En montagne, ben vous êtes en haute montagne avec un guide, vous êtes accroché au guide avec une corde. S'il y a le moindre problème,
Votre sécurité, d'une, c'est le matériel, c'est vos chaussures, c'est vos crampons, c'est votre baudrier, c'est la corde, c'est le guide. Donc des assurances, il y en a plein. Donc entre je prends en compte que je suis bien entouré, que je suis quand même dans un environnement sécurisé, ça aide. Ensuite, ce qui aide aussi, c'est de se dire, voilà, j'ai le vertige, je vais sauter d'un avion, c'est un problème pour moi. Ou je vais grimper, je vais faire tel truc en montagne, où là c'est compliqué. Euh, Faut penser statistique. Il y a plus de gens qui vont avoir un accident de voiture que de gens qui vont tomber ou qui vont avoir un accident sur ça. Quand vous prenez les accidents en parachute, je vous donne un exemple parce que je le connais un peu plus. Les sauts en parachute, tout de suite on peut se dire ouh là là c'est dangereux, ouh là là non 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 attendez le saut en parachute c'est dangereux. La chute libre, on parlait de chute libre. Hein. Il y a très peu d'accidents, c'est très rare. Il y a énormément de mecs qui sautent quand même. Quand on fait le ratio comparé au mec qui marche dans la rue, qui a rien demandé, qui s'est pris une voiture, qui s'est pris une poubelle, j'en sais rien, qui est tombé de l'échelle, ça n'a rien à voir. Et quand il y a des accidents, c'est pas parce que le parachute c'est pas ouvert, ça n'a pas un rapport avec le vide ou quoi. Ce sont des gens qui sont euh, très performants dans ce qu'ils font, trop performants, qui ont un surplus de confiance en eux, qui ont trop confiance en ce qu'ils font. Et quand on a trop confiance en ce qu'on fait, on va toujours dépasser les limites, on va toujours aller plus loin. Et la plupart des accidents en parachute, ce sont des virages bas. Et un virage bas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait un virage très rapide, à trop près du sol. Et en fait, il va tellement vite, il tourne tellement fort que il a mal calculé son truc et se scratch au sol. Et là, beaucoup de personnes meurent dans ces conditions-là en parachute. Mais je ne sais même pas je pourrais même pas vous dire un cas que j'ai entendu ou vu du mec, son parachute c'est pas ouvert, la sécurité c'est pas ouvert. Non. Donc quand on réfléchit à tout ça et qu'on fait le point de tout ça, les choses changent dans sa tête. On se dit finalement, voilà, j'ai l'impression que les accidents c'est les gens qui maîtrisent encore mieux. Ça va être le guide de haute montagne qui va se dire ouais c'est bon là t'inquiète j'ai pas besoin de m'assurer je connais je suis passé 10 000 fois je vais y aller il y a pas de risque etc et puis voilà donc en fait, c'est la gestion du risque mesuré. À un moment, je maîtrise tellement que je ne mesure plus le risque correctement. J'en parlais récemment. Mike Horn, par exemple, lui, alors là, on bascule sur l'échec, par exemple. Il évoque l'échec dans une de ses conférences et il dit que voilà, il a fait le K2 3 fois, qu'il a raté 3 fois, et que son dernier échec dessus, il était à 200 mètres du sommet. Il était à 200 mètres du sommet et voilà, vous imaginez le temps, la préparation, l'entraînement, les sacrifices, etc. L'arrivée, elle est à 200 mètres. Mais quand il marchait, ça se collait sous ses pieds, la neige. Donc en fait, il s'est dit, là, c'est pas bon, il y a un risque d'avalanche. Si je continue sur cette plaque-là, il y a un gros risque d'avalanche. C'était pas avéré. Il estimait qu'il y avait un gros risque. Il a décidé de pas faire ces 200 mètres, de ne pas risquer sa vie. Il saura pas s'il y aurait eu ou il y aurait pas eu. Il a estimé que. Donc finalement, les choses s'arrêtent parce que lui, il a mesuré la gestion du risque. Il a une gestion du risque mesurée. C'est quelqu'un qui est aguerri, qui est très fort et qui a bien géré ça. Et bon, ben voilà. A contrario, dans d'autres conditions, il y a certaines personnes qui vont avoir une autre notion du risque mesuré et qui vont perdre la vie. Euh, pour des situations qui sont différentes, qui sont pas forcément le vide. Moi, j'ai des camarades quand j'étais au 13e RDP, un accident en Afghanistan, ils sont une équipe, ils sont 3, je crois, à ce moment-là, ou 2. Il y a une crue, ils sont au bord d'une espèce de rivière, ou j'en sais rien. Il y a un orage, il y a une crue, et il y a un des équipiers qui est emporté avec son sac. Et le deuxième descend pour essayer de l'aider. Il est tombé aussi. La question, c'est est-ce qu'il devait y aller? Est-ce qu'il aurait dû tout de suite se dire c'est pas possible, je pourrais rien faire. Si j'y vais, c'est sûr que je ne m'en sortirai pas non plus. Il s'en est pas sorti non plus, en essayant de sauver son camarade. On peut pas juger sur un acte comme celui-là. En revanche, est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? On pourra toujours se poser la question, mais voilà. Donc tout ça, j'ai dévié un petit peu, mais tout ça pour dire que la gestion du vertige, en l'occurrence, alors tu me disais que tu n'avais pas le vertige dans ces conditions-là, en hauteur, en randonnée, etc. Mais par contre, quand il faut se jeter dans le vide, tu l'as. Il faut penser, voilà, ce que j'ai évoqué. Il faut se mettre en confiance
et on se met pas en confiance une seule fois au moment où on se dit bon bah allez, je vais y aller. Ah putain, en fait j'ai peur et tout. Ah qu'est-ce que je... Non, il faut se préparer. Et se préparer, ça veut dire y penser avant, fermer les yeux le soir avant de dormir, s'imaginer la scène, se rassurer et se dire voilà, si je serai dans telle condition, ça va bien se passer parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. C'est une première chose. Et il y a une autre chose, mais ça c'est quand vous êtes en groupe. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Hein. C'est ben voilà, vous vous retrouvez par exemple dans un avion, vous prenez un jeune qui a cette appréhension, mais qui va pas le dire. Hein, j'ai peur, je veux pas sauter. Il se pose la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il hésite, hein, mais il sait qu'il va falloir y aller. Ben, il y a quelque chose aussi, hein, c'est que vous regardez autour de vous, vous regardez les gens qui sont avec vous, regardez ceux qui vont faire la même chose que vous, et quoi qu'il en soit, vous ne serez jamais le moins bon, vous ne serez jamais le meilleur. Hein. On estimera, on trouvera toujours quelqu'un de meilleur et toujours quelqu'un de moins bon, dans son domaine ou dans un autre. Quand vous regardez autour de vous, vous allez voir des gens qui sont moins bons, que vous dites, ouais, mais je pense que lui, voilà, il est moins bon, ou alors vous êtes un bonhomme et il y a une petite, une nana, elle va sauter comme vous, quoi. C'est une fille. Et vous vous dites, c'est aussi personnel. On se dit, lui il saute ou elle saute, je saute. Ça va vous aider. Clairement, ça va vous aider. Alors, c'est un peu, voilà, une question de fierté personnelle, etc. Mais se dire, si lui il le fait, je le fais. Souvent on dit c'est bête et con, si tu te jettes et se jettes, mais là pour le coup ça aide aussi. Voilà. Pour sortir dans sa zone de confort, faut-il mieux s'entraîner sur le long temps progressivement, donc tu penses, je veux dire, sur le long terme progressivement ou de façon intense sur le court terme? Alors, je dirais que c'est pas forcément intense sur le court terme et c'est pas non plus sur le long terme progressivement. Il faut trouver un juste milieu. Pourquoi? Parce que faire quelque chose d'intensif sur du très court terme, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous n'en tirerez pas beaucoup de leçons. Si je fais par exemple un stage de 24 heures où, comme certains proposent là, où vous vous ramassez pendant 24 heures, bête et con, oui, vous allez être fatigué, oui, vous allez avoir mal aux pieds, mal aux jambes, voilà, mais ça durait 24 heures. Et la réalité, c'est jamais sur 24 heures. En même temps, si ça dure, si c'est long et progressif, c'est quand même mieux que court et intense, long et progressif, mais dans l'idéal, il faut essayer. C'est pour ça que le programme Sortir de sa zone de confort dure 7 jours. Parce que la sensation que je vais avoir quand je suis fatigué, que j'ai pas beaucoup dormi pendant 24 heures, n'est pas la même que si je n'ai pas dormi pendant 4 jours ou 5 jours. Hein, ceux qui l'ont fait, vous voyez tout de suite la différence au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais il n'y a pas que la fatigue. Il faut tout associer pour sortir de sa zone de confort si on veut vraiment se mettre en situation opérationnelle. Hein. C'est-à-dire que je dois associer la fatigue sur la durée, sans être excessif. On va parler sur une semaine, c'est très bien. Associé à un effort physique qui, lui, doit pas être violent, intense et court, mais ça peut être des marches de 20 km, des marches de une demi-heure la nuit, voilà. Mais de l'activité physique plutôt longue et intense, hein, où on réfléchit, où on marche, où on s'épuise. De la rusticité, donc les douches froides par exemple, à toute heure du jour et de la nuit, qui viennent casser votre sommeil, vous empêcher de vous endormir, même si vous êtes très fatigué, et vous mettre dans des situations où j'ai juste envie d'être au chaud, mais non, on me met dans le froid. Donc on alterne là la nourriture, où il y a des repas qui vont être sautés, et apprendre aussi, apprendre quelque chose par cœur ou étudier quelque chose quand j'ai pas dormi beaucoup pendant 4 jours, enfin voilà. Et là on a 5 choses qui viennent se lier et sur une durée. Là, on est dans la réalité. Là, on est dans la réalité. Et en plus, ce programme-là, quand vous le faites seul, ça amplifie la difficulté. Parce que quand je suis seul, qu'au bout de 4 jours, que je dors pas beaucoup, je suis chez moi, je dois me lever à 4 heures du matin pour prendre une douche pendant 5 minutes et qu'à 5 heures du matin, je me relève pour aller marcher 30 minutes dehors mouillé, tout seul au milieu de la nuit dans mon quartier, euh, ouais, je me demande qu'est-ce que je suis en train de foutre, qu'est-ce que je fous là. Et si on vous voit, ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc oui, c'est plus difficile de se réveiller ça demande de la motivation. Et ça va et c'est plus facile quand vous êtes en groupe. Si vous le faites avec 5 potes, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. On est là, on se motive. Quand il y en a un qui a pas trop envie, on le motive. Donc ça passe. Là, vous êtes tout seul. Personne pour vous motiver, c'est vous-même. Donc ça implique de la motivation, de la détermination, de la persévérance. Et si vous allez au bout de ce type de programme, tout le monde va au bout, hein, mais ça montre que vous êtes capable de faire beaucoup de choses et que vous êtes motivé. Et sachez bien une chose, c'est que si on n'est pas motivé, c'est tout simplement impossible d'aller au bout de ses objectifs.
Surtout dans ce milieu-là, hein. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas été motivé, surmotivé, qui va arriver au bout d'une formation. C'est évident, hein. Quand on fait les choses, il faut les faire avec amour, il faut les faire avec passion. Euh, et pour ça, on a besoin de temps et d'attention. Si vous avez du temps et de l'attention, vous apprendrez plus facilement, vous ferez les choses plus facilement, plus sereinement, et même si c'est pas forcément plaisant, vous irez et vous le ferez. Si j'ai pas les deux, si j'ai pas de motivation, je vais pas me donner du temps. Si j'ai pas de motivation, je vais pas donner de l'attention. Si je fais quelque chose, que j'apprends quelque chose que j'aime pas, je vais pas être attentif. Si j'apprends quelque chose qui me passionne, je vais être attentif. Euh, Si on me demande de faire quelque chose que j'aime pas et qu'on ne contrôle pas derrière, je vais pas forcément trouver le temps de le faire. Si c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai envie de faire, je vais le trouver le temps. Et donc quand vous associez les deux, ça veut dire que vous êtes motivé et on a besoin de tout ça pour aller de l'avant. Si l'on vient à rater et abandonner, je regarde la question d'avant, ok. Si l'on vient à rater et abandonner durant la formation, est-il envisageable de retenter sa chance une seconde fois par exemple? Alors oui, ça dépend. Je dis oui. Euh, alors, si on rate pour certaines raisons une blessure, je n'ai pas la moyenne à un module, je peux retenter. On va vous sortir du stage et on va vous dire voilà, ben on te sort parce que ben, t'as pas le niveau sur tel module, t'as pas réussi l'épreuve, t'as pas le niveau, ben tu sors du stage. Euh, Souvent, on vous sort, vous restez dans l'unité, vous êtes mis de côté sur notre escadron. À faire de la, je sais pas moi, de la compta, j'en sais rien, je donne des exemples, hein. Et puis vous pouvez reprendre la filière suivante, la formation d'après, du début par contre, hein, vous reprenez tout depuis le début, c'est un peu la punition d'une certaine façon. Mais j'ai eu le cas hein, avec un de mes gars il y a 2 ans et il est sorti au bout de 7 mois quand même, hein. Donc 7 mois ça pique, hein. Blessure à l'épaule et il a repris une filière 4 mois plus tard. Il a profité de ces 4 mois pour réviser et prendre de l'avance, ça l'a bien aidé. Il a repris une nouvelle filière, donc difficile, hein, un nouveau copain, enfin il faut s'adapter à tout, hein, à l'encadrement, à tout ça. Et puis il a été au bout de sa filière et aujourd'hui il est en équipe, donc ça se passe très bien pour lui. En revanche, si vous abandonnez, quand on abandonne, généralement, c'est difficile de revenir derrière, hein. Si vous dites j'arrête, c'est trop dur, on va pas vous dire ben, pas de problème, tu feras la filière dans 2 mois, tu vas voir. Non, généralement, quand vous arrêtez, on va vous dire t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, oui, oui, oui. Et puis généralement, vous reprenez pas. Euh, et de toute façon, quand on abandonne, généralement, on abandonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de retenter parce qu'on a abandonné tout simplement et on se dit. Alors souvent, on abandonne. Pourquoi on abandonne? Après, attention, hein, des fois, on se dit ouais, c'était les gens. La plupart de ceux qui abandonnent, généralement, c'est au début, enfin c'est dès que c'est un peu dur, c'est parce ils ont pas eu. Alors attention, abandonner, c'est pas, ça reste attention. Je suis pas en train de dire non plus que quelqu'un qui abandonne, ben il est nul ou quoi que ce soit, hein. Tout le monde peut abandonner. Euh, voilà, on a tous nos limites. On peut être pas très bien préparé. Voilà, ça peut être une période compliquée. Il peut y avoir des blessures qui vont nous contraindre à abandonner. Voilà, l'abandon, il va falloir le prendre en compte en fonction aussi de pourquoi j'ai abandonné. Est-ce que c'est par blessure? Ben voilà, hein, donc là, vous pourrez peut-être revenir, mais après, ça dépend. En fait, ça, je peux pas te dire dans telle situation, tu peux pas reprendre une formation, et dans telle situation, tu peux la reprendre. Ça dépend des cas, des situations, de l'encadrement, de ce qu'on pense de toi, de pourquoi tu as arrêté, combien de temps tu as fait. Il y a plein de critères, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains reprennent la formation après, ça peut arriver. À zéro, hein. Une fois l'intégration en escadron, quel est le rythme sur l'année, la régularité des OPEX? Ben, en fait, le rythme sur l'année, ça, c'est très variable. Ça dépend du contexte actuel, ça dépend de ton grade, hein. Quelqu'un qui vient d'arriver, il a beaucoup de formations à passer. Quelqu'un qui est là depuis quelques années, qui a déjà toutes ses formations, il a moins de formations à passer, il est plus sur de la préparation régulière. Euh, les missions, il y en a régulièrement, ça peut être 2 fois par an, hein. Ça peut s'enchaîner. Et généralement, il y en a beaucoup, ça s'enchaîne généralement. C'est parfois plus difficile d'essayer de rester sur le territoire que d'être projeté. Ça dépend. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de rythme, hein. Après, il y a toujours des exercices annuels sur lesquels il faut être présent.
Voilà, hein, mais vous avez vos vacances, enfin voilà, on a quand même une vie, hein, les gens ont une vie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, il y a de tout. Il y a pas de règles, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, 26 au premier, moi c'était mort. Donc ouais, tu vois, Antonin, 26 ans, enfin, ce que dit Antonin, c'est vrai, hein, c'est ça, 26 ans, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Au 13, c'est mort, hein, je pense. Et au premier, tu le dis aussi. Donc moi, pour moi, je pense que moi en tout cas, la limite c'est 24. C'est-à-dire que 25, c'est prendre un gros risque. J'y crois pas trop. Pour la partie FS, pour la partie CPIS, en tout cas CIRP, donc les centres, c'est peut-être plus possible, même c'est sûr. Mais en externe, mais par contre pour la partie FS, ouais, c'est compliqué. 26 ans max à la signature du contrat lors de mon passage en CIRFA en novembre. Oui, 26 ans à la signature du contrat. Thomas, pour quelle unité? Parce que pour la conventionnelle, il n'y a pas de problème, hein. Même 28 ans, tu signes, il n'y a pas de problème. Après, c'était pour le premier. Ben, comme quoi, ouais, 26 ans. Et c'est passé pour le premier, ça, c'est bon. T'en es où, toi, Thomas, là, par rapport à ça? Sur le cursus, t'en es où déjà là? Ah, tu seras trop vieux, donc pareil. Ok. Donc voilà, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je sais que j'ai eu certains qui s'étaient présentés, qui souhaitaient se présenter, qui avaient 25 ou 24-25, qui m'avaient dit ouais, c'est compliqué. Et donc il y a possibilité. Voilà, je les avais réorientés. On avait discuté un petit peu sur le CPIS, par exemple. Et donc c'était passé. C'était passé. Ils étaient un peu plus vieux. Ils étaient sur la limite pour les FS, mais c'était passé pour le SPIS. Ça dépend en fait. Comment réussir à gérer une vie familiale en étant FS? On arrive sur les dernières questions et puis voilà, il est déjà 22h30 donc c'est très 22h20 donc c'est très bien. En fait, c'est gérer une famille en étant FS. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie où vous n'allez pas être présent souvent, mais quand vous êtes absent, c'est sur des périodes qui sont relativement longues. Quand on part en mission, c'est relativement long. Il y a des visios maintenant, il y a quand même possibilité d'avoir des contacts avec sa famille. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre à gérer, mais c'est la famille qui va surtout s'adapter à vous. C'est-à-dire que le plus compliqué parfois, on prend ses habitudes. Déjà, au départ, il faut que la compagne, les enfants s'habituent. Hein. Généralement, quand on intègre, on n'a pas 50 ans ou 30, enfin 30 ans et on n'a pas forcément des enfants qui sont grands. Donc, on a les enfants pendant qu'on est dans ce milieu-là. Donc, les enfants, eux, ils s'adaptent. Hein. La compagne, elle, il faut qu'elle l'accepte déjà. Il faut que ce soit une décision, quelque chose qu'elle accepte. Sinon, c'est compliqué déjà à la base. Si elle l'accepte, elle va s'habituer. Vous allez vous habituer. Vous allez apprendre à vivre de cette façon-là. Et parfois, ce qui est difficile, c'est quand ça fait 20 ans ou 10 ans que vous êtes en couple, que ça fait 5 ans que vous êtes sur la partie FS, donc jamais trop là, mais présent, voilà, vous avez votre équilibre comme ça, et que d'un coup vous arrêtez et vous revenez à la maison et vous êtes H24 à la maison. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus difficile, c'est quand vous allez être H24 à la maison, parce que vous n'êtes pas habitué à rester quotidiennement avec votre moitié et ça part en sucette et c'est très compliqué souvent. Donc en fait voilà, en fait on s'habitue, le couple s'habitue, doit être en accord mais s'habitue à toutes les situations. Euh, voilà. Euh, Possibilité de postuler plusieurs fois pour le CIRP. Oui et non. Oui si vous n'avez pas un avis définitif. Non si vous avez un avis définitif. Par exemple, vous postulez pour une de ces OSA, voilà, ou pour le CIRP, vous avez tout un dossier à monter, etc. Il y a une enquête de sécurité, et si un avis sécurité retombe en vous disant, ben non, vous n'avez pas d'avis, un avis favorable, on vous dira pas pourquoi. Mais par contre, vous ne pourrez pas postuler, puisque au niveau sécurité, ça passe pas. Donc là, c'est mort. Par contre, si vous faites des tests que vous échouez, ben, normalement, vous pouvez repostuler. Donc ça dépend. C'est possible d'intégrer le CPIS sans carrière militaire. Bien sûr, sans carrière militaire, tu veux dire comme voilà, j'ai 20 ans, je sors d'école et je voudrais intégrer le CPIS. Oui, c'est possible. J'ai pas mal de mes petits gars qui ont intégré hein, depuis ces deux dernières années. Chaque année, j'ai des jeunes que je prépare, comme vous, qui postulent pour aller là-bas et qui ont réussi. La plupart ont réussi d'ailleurs.
Le cursus RAP et SIC ERM au sein du 13 est-il le même? Écoute, je sais pas. Je sais pas si c'est le même parce que j'ai quitté il y a quelques temps et maintenant et les choses évoluent pas mal de ce côté-là. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est le même. Mon avis, il y a forcément quelques petites différences. Mais bon, après voilà, si c'est différent, c'est pas, je pense pas que ce soit des grosses différences. Mais je veux pas te dire de bêtises, donc je vais pas te dire oui, je veux pas te dire non. Euh, je pourrais toujours essayer de me renseigner, mais là comme ça, je sais pas. Il y a une question où tu me mets dans le doute, faut que ce soit la dernière, 22h21. Merci Vincent. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et ben voilà, je sais pas si je pense qu'on va s'arrêter là. On va en laisser pour les prochaines fois. Hein, sinon on pourra plus faire cet exercice-là. Mais je pense qu'il y aura toujours des questions. Donc beaucoup de questions qui ont tourné autour du cursus, de l'unité en elle-même, etc. Un petit peu au niveau de l'échec, tout ça. Bon, ben voilà. Hein, après, il peut y avoir des questions sur la motivation, sur voilà un peu plus sur porter là-dessus. Bon, mais on verra. C'était le thème, c'était les thèmes. Donc, je vous remercie. Un grand merci à vous. Vous étiez 30 au départ, vous êtes 33 à la fin. Donc, personne n'est parti. Il y en a qui sont arrivés. Donc, ça, c'est très plaisant. Ça fait très plaisir. Et un grand merci à vous tous d'être assidus comme ça. Voilà, je vais pas encore blablater pendant un quart d'heure pour vous dire que vous êtes de super jeunes et moins jeunes, mais des gens qui allaient de l'avant et qui lâchaient rien. Donc ça, moi, je le sais, je vous le dis, peut-être pas assez souvent, mais je vous le dis pour le coup. J'en profite dans ces moments-là. Voilà, le prochain webinaire, je sais pas si on sera sur un thème question-réponse, peut-être pas. Je vais peut-être refaire des webinaires sur des thèmes spécifiques comme la préparation physique opérationnelle ou sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des nouveaux qui n'ont pas forcément assisté à ces thèmes-là. Ça me permettra de vraiment libérer et dire beaucoup de choses dessus. Mais on reviendra sur des questions-réponses. Peut-être même qu'à un moment, on fera 2 webinaires par mois, un question-réponse une fois tous les 15, enfin une fois par mois et un thème. Enfin voilà, ça fonctionne bien. Vous êtes toujours très présent, donc ben, moi ça me fait plaisir et je trouverai le temps pour ça. Voilà, et bien un grand merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout le monde dans mon WhatsApp, voilà, vous le savez. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Et voilà, allez, salut à tous. Ciao, ciao.